Salut, voyageur épuisé. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela représentait vraiment de se réveiller, en sachant que votre réputation faisait de vous une cible vivante? Bienvenue dans ce voyage à travers les réalités oubliées de la frontière américaine. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez dans le monde et quelle heure il est chez vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire. Si vous appréciez ce style de récits immersifs qui révèle la vérité humaine derrière les légendes, allez-y et appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer les futures aventures. Ce soir, nous allons découvrir quelque chose qui va complètement changer votre vision de la mythologie du Far West. Laissons le stress du monde moderne s'estomper tandis que nous remontons le temps jusqu'à une époque où la survie exigeait, bien plus que de simplement tirer vite, cela impliquait de porter des fardeaux psychologiques qui briseraient la plupart des gens d'aujourd'hui. Imaginez-vous descendre d'une diligence poussiéreuse en 1875, vos bottes touchant la terre desséchée d'une ville frontalière quelque part dans l'immense étendue de l'Ouest américain. La première chose qui vous frappe, c'est la chaleur. Elle rayonne du sol en vagues scintillantes, créant des mirages qui dansent à l'horizon. Les bâtiments en bois autour de vous craquent et gémissent sous le soleil impitoyable, leur peinture depuis longtemps écaillée par les vents et les intempéries. La rue principale n'est rien d'autre que de la terre battue, marquée par les ornières profondes d'innombrables roues de chariots et scarifiée par les empreintes de sabots de chevaux qui sont partis depuis longtemps. Voici le Far West que la plupart d'entre nous ne voient jamais dans les films. Pas la version romanesque de cow-boys nobles et de héros aux contours bien définis, mais la vraie frontière, où la survie signifiait faire des choix difficiles chaque jour, où la ligne entre la loi et l'anarchie n'était pas tracée par des badges ou des tribunaux, mais par celui qui pouvait dégainer son arme le plus vite et tirer le plus droit. Maintenant, pénétrons plus profondément dans cette dure réalité. Imaginez la scène plus clairement maintenant. Intro end, vous vous tenez devant ce qu'on pourrait généreusement appeler le saloon principal de la ville, bien que ce ne soit guère plus que 4 murs et un toit avec quelques tables à l'intérieur. À travers les portes battantes, vous pouvez entendre le murmure sourd des conversations, le tintement des verres et l'éclat occasionnel d'un rire qui paraît plus désespéré que joyeux. L'air est épais de poussière et de l'odeur de corps, non lavé, de cuir et de quelque chose d'autre que vous ne pouvez pas tout à fait identifier, quelque chose qui témoigne de la rudesse de la vie ici. À votre gauche, vous remarquez un homme appuyé contre un poteau d'attache. Ses vêtements sont usés et décolorés, son chapeau tiré bas sur ses yeux. Il y a quelque chose dans sa façon de se tenir, la façon dont sa main droite repose négligemment, près du revolver à sa hanche, qui vous dit que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas contrarier. C'est l'un d'entre eux, un pistolero, un homme qui a fait de la violence sa profession dans un monde où la violence était souvent la seule monnaie qui comptait. Mais qui étaient vraiment ces hommes? Qu'est-ce qui les a poussés à prendre une arme et à en faire leur carte de visite dans un monde qui était déjà assez dangereux? Pour comprendre les pistoleros du Far West, nous devons d'abord comprendre le monde qui les a créés. Imaginez cela comme ça. Imaginez si tout votre quartier perdait soudainement toute police, tous les tribunaux, tout gouvernement du jour au lendemain. Maintenant, imaginez que ce même quartier soit peuplé d'hommes désespérés transportant des sommes d'argent considérables et que la seule règle soit que celui qui dégaine le plus vite fait les règles. C'était la frontière américaine. L'Ouest américain des années 1870 et 1880 était une terre d'opportunité, mais c'était aussi une terre de désespoir. Imaginez ceci, des milliers de jeunes vétérans qui avaient survécu à des batailles comme Gettysburg et Antietam, des hommes qui avaient vu des régiments entiers anéantis en un seul après-midi, se trouvaient soudainement dans un monde en paix. Mais la paix ne payait pas les factures. Ces hommes maîtrisaient une terrible compétence monnayable, la capacité de garder leur sang-froid pendant que d'autres tentaient de les tuer. Et sur la frontière sans loi, cette compétence valait son pesant d'or. L'expansion vers l'ouest battait son plein. Le chemin de fer transcontinental avait été achevé en 1869, ouvrant de vastes territoires qui n'avaient été précédemment accessibles qu'aux pionniers les plus robustes. Les ruées vers l'or, au Colorado, en Californie et dans les Dakotas, attirèrent des hommes désespérés de tout le pays, tous poursuivant le rêve de s'enrichir. Les convois de bétail déplaçaient des millions de têtes de bétail du Texas vers les têtes de lignes ferroviaires au Kansas, créant des villes champignons qui surgissaient du jour au lendemain
et disparaissaient parfois aussi rapidement. Mais avec l'opportunité venait le chaos. Ces colonies frontalières existaient dans un vide juridique. La loi fédérale était un concept distant, appliqué par une poignée de marshals qui devaient couvrir des territoires aussi vastes que des États entiers de l'Est. Les forces de l'ordre local, quand elles existaient, étaient souvent corrompues, incompétentes ou simplement en infériorité numérique face à l'élément criminel qui prospérait dans ces environnements sans loi. Dans ce vide de pouvoir sont entrés des hommes qui avaient appris que la violence pouvait être un outil, une profession et parfois une nécessité pour la survie. Pensez à eux comme les mercenaires de la frontière américaine, des professionnels qui vendaient leurs compétences mortelles aux plus offrants. Certains portèrent des badges et se faisaient appeler hommes de loi. D'autres embrassaient ouvertement la vie de hors-la-loi. Mais beaucoup existaient dans cette zone grise dangereuse entre les deux. Des tueurs à gages qui travaillaient pour quiconque pouvait payer leur prix, que ce soit un baron du bétail, une compagnie minière ou un conseil municipal désespéré. Ce qui rendait cette situation encore plus explosive, c'étaient les enjeux économiques massifs en jeu. Les forces économiques, qui poussaient de l'expansion vers l'ouest, créaient une tempête parfaite pour la violence. L'industrie du bétail, à elle seule, valait des millions de dollars, avec des troupeaux individuels représentant des fortunes pour lesquelles les hommes étaient prêts à tuer. Les guerres de territoire éclataient entre les barons du bétail et les fermiers, entre différentes exploitations d'élevage, entre quiconque avait quelque chose à gagner et était prêt à se battre pour l'obtenir. Dans ces conflits, les tireurs habiles n'étaient pas seulement utiles, ils étaient essentiels. Considérez maintenant l'immensité du territoire dont nous parlons. En 1870, la densité de population de la plupart des territoires de l'Ouest était inférieure à 2 personnes par kilomètre carré. Comparez cela aux États de l'Est, où les densités de population étaient souvent 50 fois plus élevées. Cela signifiait que pour chaque kilomètre carré de terres agricoles de l'Est avec ses églises, ses écoles et ses communautés établies, l'Ouest avait 80 kilomètres carrés de terres vides, où un homme pouvait disparaître à jamais, où la justice se résumait à ce que vous pouviez imposer par la force. Les camps miniers étaient particulièrement volatiles. Les découvertes d'or et d'argent créaient des villes instantanées de 10 000 personnes ou plus, remplies de mineurs, de marchands, de joueurs et de prostituées, tous essayant d'extraire de la richesse les uns des autres de toutes les manières possibles. Ces camps n'avaient aucun ordre social établi, aucune autorité traditionnelle, aucun moyen de résoudre les disputes sauf par la force. Un homme doté d'une gâchette rapide et de nerfs d'acier pouvait facilement trouver du travail comme garde, du corps, comme homme de main, ou simplement comme celui qui apportait un semblant de sécurité dans un monde en perpétuel danger. Mais ce n'était pas seulement la promesse d'argent facile qui créait les tireurs. Le traumatisme psychologique de la guerre de sécession ne peut être sous-estimé. Des centaines de milliers d'hommes avaient connu la guerre sous une forme que les générations précédentes d'Américains n'avaient jamais expérimentée. Ils avaient vu des amis mourir dans l'agonie, avaient tué des hommes face à face, avaient survécu à des batailles où les victimes se comptaient par dizaines de milliers. Beaucoup de ces vétérans souffraient de ce que nous reconnaîtrions maintenant comme un trouble de stress post-traumatique, bien que de tels termes n'existassent pas à l'époque. Pour ces hommes, la violence de la vie frontalière pouvait sembler presque normale. Les compétences qu'ils avaient apprises à la guerre, la capacité de rester calme sous le feu, de prendre des décisions en une fraction de seconde qui faisaient la différence entre la vie et la mort, c'étaient exactement les compétences qui pouvaient rendre un homme efficace comme tireur. Certains historiens soutiennent que la culture du tireur du Vieil Ouest était essentiellement une continuation de la guerre de sécession par d'autres moyens. La technologie de l'époque jouait aussi un rôle crucial dans l'essor du tireur. Le développement de revolvers fiables et produits en masse, particulièrement le Colt Peacemaker, introduit en 1873, démocratisait la violence comme jamais auparavant. Un tireur habile, avec un bon revolver, pouvait affronter plusieurs adversaires. La capacité de 6 coups signifiait qu'un seul homme pouvait contrôler une situation de manière qui aurait été impossible avec des armes à un coup. Le réseau ferroviaire qui s'étendait à travers l'Ouest contribuait aussi au phénomène du tireur. Il permettait aux nouvelles de voyager plus vite, créant les premières véritables célébrités nationales de l'histoire américaine.
Les histoires de célèbres duels étaient rapportées dans les journaux d'un océan à l'autre, parfois en quelques jours après les événements. Cette attention médiatique créait une boucle de rétroaction, où les tireurs habiles devenaient célèbres, et la célébrité apportait à la fois des opportunités et des défis. Des hommes comme Wild Bill Hickok se trouvaient pris au piège de leur propre réputation. Chaque jeune arrogant armé d'un pistolet voulait être celui qui avait abattu le célèbre Wild Bill. La célébrité signifiait argent et respect, mais elle signifiait aussi regarder constamment par-dessus son épaule, sachant que votre réputation faisait de vous une cible pour quiconque cherchait à se faire un nom. Les convois de bétail, qui étaient une caractéristique si déterminante du Vieil Ouest, créaient aussi une demande pour des hommes qui pouvaient gérer la violence. Un convoi de bétail typique pouvait impliquer de déplacer 2000 têtes de bétail sur 1600 km, avec un équipage de seulement 10 à 15 cow-boys. Ces convois passaient par des territoires revendiqués par diverses tribus indiennes, par des terres disputées par différentes exploitations d'élevage, par des territoires contrôlés par des bandits qui considéraient les troupeaux comme des proies faciles. Les chefs de convoi qui organisaient ces voyages avaient besoin d'hommes qui pouvaient non seulement s'occuper du bétail, mais aussi se défendre dans un combat. Ils avaient besoin de cavaliers qui ne paniquaient pas face à un groupe de guerre comanche, qui pouvaient tenir leur position quand confrontés par des voleurs de bétail, qui pouvaient maintenir la discipline parmi un équipage d'hommes rudes, vivant dans des conditions difficiles pendant des mois. Mais derrière tout ce contexte économique et politique, vivaient de vrais êtres humains, faisant face à un fardeau psychologique inimaginable. À quoi ressemblait réellement la vie quotidienne? Pour ces hommes, qu'est-ce que cela signifiait de se réveiller chaque matin en sachant que votre survie pouvait dépendre de la vitesse à laquelle vous pouviez dégainer votre pistolet? Imaginez-vous vous réveillant chaque jour en sachant que quelque part, quelqu'un projette de vous tuer. Pas parce que vous leur avez fait du tort, mais parce que vous tuer les rendrait célèbres. Ce fardeau psychologique écraserait la plupart des gens, mais ces hommes le portaient comme une seconde peau. La plupart des tireurs vivaient au jour le jour, se déplaçant de ville en ville, prenant tout travail qu'ils pouvaient trouver. Certains travaillaient comme marshals de ville, essayant de maintenir l'ordre dans des communautés qui étaient souvent plus anarchiques que la nature sauvage environnante. D'autres se mettaient au service des barons du bétail ou des compagnies minières, servant d'hommes de main privés dans les conflits économiques. Beaucoup complétèrent leurs revenus par le jeu, qui était souvent aussi dangereux que les duels eux-mêmes. Les villes où ces hommes vivaient et travaillaient ne ressemblaient à rien de ce qu'on trouvait dans l'Est civilisé. Dodge City, Tombstone, Deadwood, Abilene. Ces noms évoquent des images de la frontière sauvage. Mais imaginez-vous descendre d'une diligence dans ce qui était essentiellement un camp militaire déguisé en ville. Des bâtiments assemblés si hâtivement qu'on pouvait voir la lumière du jour à travers les murs. Des rues qui se transformaient en boue jusqu'aux chevilles au printemps pour devenir des nuages de poussière étouffants en été. Et partout, cette odeur sucrée et écœurante de la mort, des animaux, des maladies, de la violence qui éclatait aussi régulièrement que les orages. Dans un tel environnement, la réputation d'un homme était tout. Les nouvelles voyageaient vite dans le petit monde de la frontière. La personnalité du pistolero devient un équilibre entre risque et retenue. Un pistolero qui reculait devant un défi aurait du mal à trouver du travail. Mais celui qui était trop prompt à se battre pourrait se retrouver face à une accusation de meurtre dans l'une des rares juridictions qui fonctionnaient encore. Les pistoleros qui réussissaient étaient ceux qui savaient marcher sur la ligne fine entre être craint et être traqué. Mais à quoi ressemblait vraiment le réveil d'un de ces hommes? Entrons dans leurs bottes. Les premiers doigts pâles de l'aube rampaient à travers la frontière sans fin, peignant le ciel de nuances d'ambre et de rose. Je suis toujours ici avec vous, enveloppé dans cette histoire de survie, et alors que la brume matinale commençait à se lever de la vallée, sous le camp de notre pistolero, quelque chose de profond était sur le point de se dévoiler. L'air frais du matin portait le parfum de fumée de bois et de terre humide de rosée. Et au loin, l'appel d'une sturnelle des prés perçait le silence comme une note d'argent contre la vaste toile du désert qui s'éveillait. Imaginez cette scène avec moi. Notre pistolero s'agite dans son sac de couchage alors que la première lumière touche son visage buriné. Il n'y a pas de réveil ici, pas d'appel doux de la civilisation. Au lieu de cela, c'est le changement subtil de température, le changement dans la qualité de l'obscurité
et des années de vie à la limite qui l'arrachent au sommeil. Sa main se dirige instinctivement vers le colt à ses côtés avant même que ses yeux s'ouvrent. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la survie érigée en art. Le feu de camp de la nuit précédente s'est consumé jusqu'aux braises rougeoyantes, petits yeux oranges clignotant dans la cendre. Mais c'est là que la magie de la vie frontalière commence à se révéler. Regardez-le bouger avec une efficacité pratiquée, chaque geste affiné par d'innombrables matins, exactement comme celui-ci. Il ravive ses braises mourantes avec de l'amadou sec, et son souffle, chaque petite flamme une victoire contre l'indifférence froide de la nature sauvage. Le café vient ensuite, et mes amis, ce n'est pas votre rituel matinal moderne. C'est un café à la chicorée épais et amer brassé dans une casserole en fer blanc cabossé, le genre qui pourrait réveiller les morts, et qui a probablement dû le faire à plus d'une occasion. Le marc flotte au-dessus comme des îles sombres, et la première gorgée brûle jusqu'au fond, mais c'est du courage liquide dans une tasse. La vapeur s'élève du bord métallique, s'enroulant dans l'air frais du matin comme de petites prières, montant vers tous les dieux qui veillent sur ceux qui vivent par le pistolet. Pendant que le café fait sa magie âpre, notre pistolero commence le rituel le plus sacré de son commerce dangereux, l'inspection matinale de ses armes. Et cela, mes amis, c'est là que l'ordinaire devient sublime, où le banal se transforme en méditation. Il dégaine son Colt Peacemaker avec la révérence d'un prêtre manipulant des reliques sacrées. Le métal est froid au toucher, son poids familier comme son propre battement de cœur. Chaque chambre doit être vérifiée, chaque cartouche examinée pour l'humidité, les dommages, les 1000 petites défaillances qui pourraient me faire la différence entre respirer et se vider de son sang dans la poussière. Il fait tourner le barillet lentement, les clics mécaniques aussi précis et rythmés qu'un métronome marquant le temps avec la mort elle-même. Les douilles en laiton captent la lumière du petit matin, chacune une promesse, ou peut-être une menace, attendant d'être tenue. Les douilles en laiton captent la lumière du petit matin, chacune une promesse, ou peut-être une menace, attendant d'être tenue. Le métal est froid au toucher, son poids familier comme son propre battement de cœur. Le nettoyage vient ensuite, et c'est là que le temps semble ralentir, où le monde extérieur s'efface jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien que l'homme, le métal et le rythme méthodique de l'entretien. Un petit morceau de tissu, humidifié, avec de l'huile à fusil qui sent l'industrie et l'intention. Il le fait passer à travers le canon avec une baguette de nettoyage, chaque mouvement délibéré, presque aimant. Le tissu ressort noirci par les résidus de poudre et la crasse accumulée d'un usage intensif. Mais il ne s'agit pas seulement du pistolet, vous voyez. Il s'agit de l'esprit, de l'âme, de la préparation pour un jour qui pourrait tout exiger et ne rien donner en retour. Pendant qu'il travaille, nettoyant chaque composant avec la patience d'un artisan et l'urgence d'un homme qui sait que sa vie dépend de la perfection, il nettoie aussi ses pensées, organisant son paysage mental pour tout chaos que le jour pourrait apporter. L'étui en cuir reçoit la même attention. Chaque pointe examinée, chaque pli huilé et travaillé jusqu'à la souplesse. Un étui qui se coince au mauvais moment, un dégainage qui accroche sur du cuir usé. Ce ne sont pas de simples désagréments. Par ici, ce sont des arrêts de mort écrits en fractions de secondes. Il pratique le dégainage, pas rapide et spectaculaire comme les romans hadissants voudraient vous le faire croire, mais fluide et délibéré. Le pistolet quitte le cuir dans un murmure, monte au niveau des yeux avec une précision mécanique. Un mouvement fluide comme l'eau, mortel comme la foudre. Le rituel matinal s'étend au-delà des armes. Ses bottes ont besoin d'attention, du sang séché de sa rencontre d'hier avec un animal blessé, la poussière d'interminables kilomètres, de voyages difficiles, des déchirures dans le cuir qui pourraient laisser entrer scorpions ou serpents à sonnette. Il fait pénétrer le savon de sel dans le cuir du bout des doigts, palpant les points faibles, inspectant les coutures qui constituent ces barrières entre ses pieds et un monde hostile. Son chapeau, ce compagnon à large bord qui l'a protégé du soleil, de la pluie et des balles perdues, est remodelé et brossé. Le bandeau est taché du sel de la sueur et de la peur, la couronne percée d'une balle d'une fusillade, 3 villes plus tôt. Il passe ses doigts autour du bord, vérifiant les dégâts, ajustant l'angle. Ici, un chapeau n'est pas un accessoire. De mode, c'est une armure contre un soleil qui peut tuer aussi sûrement qu'une balle. Alors que la matinée progresse et que le soleil grimpe plus haut,
peignant le paysage d'une lumière dure et impitoyable, notre pistolero traverse ses routines avec l'intensité silencieuse d'un moine en prière. Car c'est ce que c'est, vraiment. Une forme de prière, une communion avec les outils et techniques qui tiennent la mort à distance pour un jour de plus. Au-delà de la préparation personnelle, la survie exigeait de prendre soin des compagnons qui pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Les chevaux ont aussi besoin d'attention, bien sûr. Ils vérifient leurs sabots pour des pierres, leurs jambes pour des coupures ou gonflements, leurs yeux pour des signes de maladie. Ici, un cheval boiteux est une condamnation à mort aussi sûrement qu'un pistolet vide. Il passe ses mains sur leurs flancs, sentant la chaleur, la sensibilité et les signes subtils qui pourraient annoncer un désastre à des kilomètres de tout secours. Le grain est mesuré soigneusement. Trop et ils s'effondreront. Trop peu et ils manqueront de force pour une chevauchée difficile. L'eau est vérifiée et revérifiée. Gourde remplie du petit ruisseau qui coule clair et froid à travers cette vallée cachée. Il la goûte d'abord, vérifiant le goût minéral qui pourrait signaler de l'alcali, la douceur qui pourrait signifier une contamination en amont. L'eau pure est la vie même dans une terre qui thésaurise l'humidité, comme un avare garde jalousement son or. Le soleil est maintenant complètement levé, brûlant les dernières traces de brume matinale, et notre pistolero se tient dans la chaleur croissante, inspectant son petit domaine. Chaque outil vérifié, chaque arme prête, chaque précaution prise que l'expérience et la sagesse chèrement acquises peuvent fournir. Mais dans l'intensité croissante de la lumière, dans la façon dont les ombres commencent déjà à raccourcir vers midi, il y a un rappel de ce qui vient. Ce matin paisible, cet interlude de routine et de préparation n'est que cela, un interlude. Car aussi sûr que le soleil se lève, aussi certain que le jour suit la nuit, il y a des défis qui attendent là-bas dans l'éclat impitoyable du jour frontalier. Des hommes avec des pistolets plus rapides, des animaux avec des griffes plus acérées, un paysage qui tue les impréparés avec une indifférence désinvolte. Le sac de couchage est attaché serré contre l'humidité, les ustensiles de cuisine nettoyés et emballés, où ils ne cliquetteront pas et ne révéleront pas sa position à des oreilles hostiles. Et alors qu'il se hisse en selle, sentant les muscles de son cheval se tendre sous lui, prêt pour une autre journée de voyage difficile et de choix plus difficiles encore, il y a quelque chose de presque beau dans ce moment de transition. Du rituel paisible du matin aux incertitudes brutales du jour, de la préparation à l'action, du connu vers l'inconnu, alors que la brume matinale se dissipe complètement, révélant les dures réalités de la survie frontalière s'étendant infiniment devant lui, notre pistolero pousse son cheval vers l'avant dans tout ce que le jour pourrait apporter, armé non seulement d'armes et de provisions, mais avec la confiance tranquille qui vient d'une préparation minutieuse et de la sagesse chèrement acquise de ceux qui survivent par leur intelligence et leur volonté. Mais qu'est-ce qui poussait ces hommes à choisir une profession si mortelle en premier lieu? Pour comprendre cela, nous devons suivre l'argent. Je suis Thomas, un chercheur en économie frontalière, et j'ai passé des années à étudier les réalités financières oubliées de la frontière américaine. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que derrière la réputation de chaque pistolero légendaire se cachait une vérité économique brutale. Ces hommes n'étaient pas des héros romantiques, ils étaient des entrepreneurs désespérés dans l'affaire la plus meurtrière du monde. Imaginez cette scène. C'est l'aube à Dodge City, 1878. L'air est vif avec l'odeur de fumée de bois et de cuir de cheval. Un homme descend Front Street, ses bottes résonnant sur le trottoir en bois. Il s'appelle John Wesley Hardin, et il ne marche pas vers la gloire ou l'aventure. Il marche vers son prochain repas, car quand on vit par le pistolet dans l'Ouest sauvage, chaque jour est une question d'économie de survie. La vérité brutale est que la plupart des pistoleros ne vivaient pas un rêve romantique. C'étaient des hommes désespérés pris au piège dans un cycle de violence qui commençait par quelque chose d'aussi simple que le besoin d'argent pour manger. Imaginez Wild Billy Cock avant qu'il ne devienne une légende. Un vétéran fauché marchant de ville en ville avec des trous dans ses bottes, son estomac rongeant de faim, prêt à risquer sa vie pour assez d'argent pour acheter un repas. Ce désespoir, ce besoin écrasant de survivre un jour de plus, était la vraie force motrice derrière le pistolet. J'ai creusé profondément dans les archives historiques et ce que j'ai trouvé était stupéfiant. Le cow-boy moyen dans les années 1870,
gagnait environ 25 $ par mois. Cela représente environ 600 $ actuels pour un mois de labeur éreintant. Mais voici le piège. La plupart de cet argent était parti avant même qu'ils quittent la ville. Chambres, pensions, provisions et oui, divertissement dévorèrent leur salaire plus vite qu'un incendie ne dévore l'herbe sèche. La réponse nous dit tout sur pourquoi la frontière produisait tant d'hommes prêts à tuer pour de l'argent. Laissez-moi vous parler de Clay Allison, un homme dont l'histoire illustre parfaitement ce désespoir économique. Né dans le Tennessee, il est venu dans l'Ouest après la guerre de sécession avec rien d'autre que les vêtements sur son dos et un talent naturel pour la violence. Les archives historiques montrent qu'il a d'abord essayé de travailler légitimement, élevage, agriculture, travaillant même comme ouvrier dans les ranchs d'autres hommes. Mais la paie était irrégulière, le travail était brutal, et les opportunités économiques étaient limitées à ceux qui avaient déjà de l'argent ou des relations. Quand l'hiver est arrivé et qu'Allison s'est trouvé face à la famine, il a fait le calcul qui a changé sa vie à jamais. Il pouvait travailler 16 heures par jour pendant des mois pour gagner ce qu'il obtiendrait en un après-midi en vendant ses services de pistolero. Les mathématiques de la survie ont forcé sa main, tout comme elles ont forcé les mains de centaines d'autres hommes à travers la frontière. Imaginez être dans cette position. Visualisez cette faim dévorante, la honte d'être incapable de subvenir à vos propres besoins, l'inquiétude constante de savoir d'où viendra votre prochain repas. Maintenant, imaginez que quelqu'un vous offre plus d'argent que vous n'en gagneriez en 3 mois de travail honnête, le tout pour une seule journée avec un flingue à la main. Le choix semble évident quand votre estomac est vide et que l'hiver approche. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus incroyable. L'économie du pistolero n'était pas seulement une question de désespoir individuel. Des communautés entières étaient reconstruites autour de ce système. Des villes comme Deadwood, Tombstone et Dodge City fonctionnaient comme des moteurs économiques qui avaient besoin de la violence pour fonctionner sans accroc. Propriétaires de saloons, joueurs, barons du bétail et propriétaires de mines avaient tous besoin d'hommes qui pouvaient régler les disputes rapidement et définitivement. J'ai trouvé des archives montrant qu'un pistolero qualifié pouvait demander entre 50 et 500 $ pour un seul travail. Comparez cela aux 25 $ par mois du cow-boy, et vous commencez à comprendre les forces économiques à l'œuvre. Ben Thompson, l'un des pistoleros les plus redoutés de son époque, gagnait plus d'argent en un seul après-midi à Austin que la plupart des hommes en une année de travail honnête. La partie la plus choquante de ce système économique était à quel point il était devenu organisé. Dans certaines villes frontières, il y avait des réseaux officieux d'hommes spécialisés dans différents types de travail violent. Certains s'occupaient du recouvrement de dettes, d'autres traitaient avec les voleurs de concessions, et d'autres encore se spécialisaient dans ce qu'on pourrait appeler la sécurité privée pour les intérêts du bétail et de l'exploitation minière. Prenez John Kingfisher, un homme qui a construit tout un modèle d'affaires autour de la violence frontalière. Il ne louait pas seulement son flingue au hasard, il a créé ce qui était essentiellement une armée privée qui contrôlait les opérations de vol de bétail et de contrebande le long de la frontière mexicaine. Son organisation générait des milliers de dollars de revenus, transformant la violence en une entreprise commerciale systématique. Mais les pressions économiques qui ont créé ces hommes les ont également piégés dans des cycles dont ils ne pouvaient pas s'échapper. Une fois que vous vous étiez forgé une réputation de pistolero, vous deveniez inemployable dans la société normale. Imaginez essayer d'obtenir un travail comme commerçant quand tout le monde sait que vous avez tué 12 hommes. Imaginez postuler pour travailler dans une banque quand votre réputation fait que les clients traversent la rue pour vous éviter. Votre maîtrise du flingue devenait à la fois votre plus grand atout et votre prison éternelle. La chose même qui vous permettait de survivre garantissait que vous ne pourriez jamais échapper à cette vie qui vous détruisait lentement. Cela créait ce que les historiens appellent le paradoxe du pistolero. Les compétences mêmes qui permettaient à ces hommes de survivre économiquement garantissaient aussi qu'ils ne pourraient jamais se réintégrer dans la société normale. Chaque travail qu'ils prenaient avec leur flingue les rendait plus inemployables dans les métiers légitimes. C'était un piège dont seule la mort ou la fuite pouvaient les libérer. Considérez le cas de John Wesley Hardin, que j'ai mentionné plus tôt. À l'âge de 25 ans, il avait tué plus de 20 hommes et gagné assez d'argent pour acheter des terres et démarrer une entreprise légitime.
Mais sa réputation le précédait partout où il allait. Les communautés ne voulaient tout pas de lui. Les forces de l'ordre le chassaient, et sa seule option était de continuer à bouger et à continuer à se battre. Les archives économiques des villes frontières peignent une image claire de ce système en action. À Abilene, Kansas, pendant la saison des convois de bétail, la quantité d'argent qui changeait de main à travers le jeu, la prostitution et les activités liées à la violence était stupéfiante. L'économie entière de la ville était construite autour du vice et des hommes armés qui le contrôlaient. Ce qui est véritablement saisissant, c'est la manière dont ce système économique a façonné toute la culture de la frontière américaine. Le code légendaire de l'Ouest, l'idée de régler les disputes avec des flingues plutôt qu'avec des tribunaux, la notion que la parole d'un homme était sa caution, tous ces éléments culturels n'étaient en réalité que des adaptations économiques à un monde où les institutions légales et financières traditionnelles n'existaient tout simplement pas. Mais l'argent n'était pas le seul prix à payer pour vivre par le flingue. Le coût social était peut-être encore plus lourd, et c'est ce tribut psychologique qui révèle véritablement la tragédie humaine derrière la légende du pistolero américain. Pourtant, l'argent n'était qu'une partie de l'histoire. La dure réalité économique de la vie de pistolero n'était que le début. Le besoin constant de gagner de l'argent par la violence créait quelque chose de bien plus insidieux. Imaginez vivre dans une prison psychologique où le regard de chaque étranger pourrait être votre sentence de mort. Cette torture mentale durait 24 heures par jour, 7 jours par semaine, jusqu'à leur tout dernier souffle. Imaginez cette scène. John Wesley Hardin, l'un des pistoleros les plus redoutés de l'histoire du Texas, assis seul dans un saloon faiblement éclairé à 3 heures du matin. Le dos collé au mur comme une bête traquée, les yeux scrutant chaque ombre, chaque mouvement, chaque visage qui pourrait appartenir à son assassin. Le whisky dans son verre tremble légèrement, non pas de peur, mais de mains qui n'ont pas cessé de trembler depuis des mois. Voilà ce que fait à un système nerveux humain l'état de préparation constante à tuer ou être tué. Cela fait de vous une arme vivante qui ne peut jamais être rangée. Je suis fasciné par ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme un stress post-traumatique sévère, mais dans les années 1870, ils appelaient cela simplement « être nerveux ». Ces hommes ont développé des schémas psychologiques qui seraient absolument stupéfiants à observer de première main. Prenez Wild Bill Hickok, le légendaire shérif et pistolero qui est devenu si paranoïaque à l'idée d'être abattu, dans le dos qu'il ne s'asseyait que dos au mur. Il entrait dans les établissements de côté, scrutant la pièce comme un prédateur, sa main ne s'éloignant jamais de son revolver Colt Navy. L'isolement était la partie la plus dévastatrice. Imaginez marcher dans une ville où votre seule présence vide les rues. Les mères saisissent leurs enfants et se réfugient dans les embrasures de portes. Les commerçants vous servent avec des mains tremblantes, désespérés de vous voir partir. Vous devenez un fléau humain, redouté, évité, complètement isolé même au milieu de la foule. Doc Holliday, le dentiste tuberculeux devenu joueur et pistolero, a parfaitement exprimé cela dans son journal quand il a écrit sur « le poids écrasant de la solitude ». Imaginez porter la solitude d'un cimetière entier, mais être encore assez vivant pour en sentir tout le poids. Mais voici le plus dur. Il ne pouvait pas simplement se retirer de cette vie. Une fois que vous aviez une réputation, elle vous suivait comme une ombre. Clay Allison, un pistolero notoire du Nouveau-Mexique, a tenté à plusieurs reprises de se fixer et de mener une vie normale. Il trouvait une ville tranquille, peut-être commençait à courtiser une femme locale, tentait de s'intégrer dans la communauté. Mais en quelques semaines, le mot se répandait, Clay Allison étant ville. De jeunes pistoleros cherchant à se faire une réputation commençaient à arriver, le forçant à retourner dans le mode de vie même dont il tentait désespérément d'échapper. Les habitudes de sommeil de ces hommes étaient absolument incroyables, à étudier. La plupart des pistoleros ont développé ce que nous reconnaîtrions maintenant comme de l'insomnie sévère. Ils dormaient par quart, peut-être 40 minutes ici, 1 heure là, toujours avec une oreille ouverte pour le craquement d'une planche ou le tintement d'éperon devant leur porte. Ben Thompson, un pistolero et joueur célèbre, installait des systèmes d'alarme élaborés dans ses chambres d'hôtel, des cordes attachées à des boîtes qui cliquetaient si quelqu'un ouvrait sa porte ou sa fenêtre. Il dormait entièrement habillé avec ses bottes, le pistolet à portée de bras.
La partie vraiment choquante est comment cette vigilance constante affectait leurs interactions sociales. Ces hommes sont devenus maîtres dans la lecture des micro-expressions, du langage corporel, du changement subtil dans l'atmosphère d'une pièce quand le danger était proche. Mais cette hyperconscience rendait la conversation normale presque impossible. Comment parler de la pluie et du beau temps quand vous calculez simultanément la distance à chaque sortie et cataloguez le potentiel de chaque personne comme menace? Certains ont développé des rituels élaborés pour faire face au stress. Wyatt Earp faisait le tour du périmètre de tout bâtiment où il séjournait, comptant ses pas, mémorisant les routes d'évasion potentielles. Il testait chaque chaise avant de s'asseoir, s'assurant qu'elle pourrait supporter son mouvement rapide si nécessaire. Ce n'étaient pas des signes de lâcheté. C'étaient des mécanismes de survie développés par des hommes vivant chaque jour sur le fil du rasoir. La paranoïa s'étendait aussi à leurs habitudes alimentaires. Beaucoup de pistoleros ne mangeaient que dans certains établissements où ils faisaient confiance aux cuisiniers, craignant le poison. Ils regardaient leur nourriture être préparée, la goûtaient avec hésitation et ne finissaient jamais un repas sans vérifier leurs environs plusieurs fois. Dallas Studenmeyer, le marshal d'El Paso, portait une gourde spéciale en argent car il croyait que l'argent détecterait le poison, une croyance populaire qui montre à quel point la peur avait pénétré sa vie quotidienne. Ce qui est vraiment déchirant, c'est comment cet isolement créait un cycle qui se perpétuait. Plus il devenait paranoïaque, plus il repoussait les gens. Plus les gens les craignaient, plus ils se sentaient isolés. Plus ils se sentaient isolés, plus ils comptaient sur la violence comme moyen principal de communication avec le monde. C'est un piège psychologique dont il était pratiquement impossible de s'échapper. L'aspect le plus dévastateur était comment cela affectait leurs tentatives d'amour et de famille. Plusieurs pistoleros ont tenté de se marier et de se fixer, mais leurs dommages psychologiques rendèrent les relations normales incroyablement difficiles. Leurs épouses vivaient dans une peur constante, non seulement que leur mari soit tué, mais d'être ciblés par des ennemis cherchant la vengeance. Les enfants grandissaient en sachant que leur père était un homme marqué, ne sachant jamais s'il reviendrait d'un simple voyage en ville. King Fisher, un pistolero notoire du Texas, a réellement réussi à se marier et avoir des enfants. Mais il décrivait dans des lettres à son frère l'agonie de regarder son jeune fils tressaillir chaque fois que Fisher entrait dans une pièce trop rapidement. Le garçon avait appris à associer les mouvements soudains à la violence, un héritage tragique de la profession dangereuse de son père. Fisher écrivait sur le fait de rester éveillé la nuit, se demandant si sa présence dans la vie de sa famille les protégeait ou les mettait en danger mortel. La consommation d'alcool parmi les pistoleros était effarante, et ce n'était pas seulement pour se donner du courage avant un combat. C'était de l'automédication pour ce que nous comprenons maintenant comme de l'anxiété et de la dépression sévère. Ils buvaient pour engourdir la peur constante, pour faire taire les voix dans leur tête qui chuchotaient sur toutes les façons dont ils pourraient mourir demain. Mais l'alcool les rendait aussi imprévisibles, plus enclins à la violence, ce qui ne faisait qu'aggraver leur réputation et leur isolement. Certains tentaient de trouver du réconfort dans la religion, mais même cela devenait compliqué à cause de leur passé violent. Comment s'asseoir sur un banc d'église quand on a tué 12 hommes? Comment prier pour le pardon en portant des armes au service? Plusieurs pistoleros décrivent le conflit interne entre leur désir désespéré de rédemption et leur besoin pratique de rester armés et dangereux. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que malgré toute cette torture psychologique, beaucoup de ces hommes possédaient une capacité presque surnaturelle à rester calmes sous une pression extrême. Quand le moment réel de violence arrivait, la confrontation dans la rue, la bagarre dans le saloon, l'embuscade, ils pouvaient canaliser toute cette énergie paranoïaque en une concentration mortelle. C'est comme si toute cette anxiété constante les avait entraînés à exceller quand cela comptait le plus. Mais le coup était tout le reste de ce qui rend la vie digne d'être vécue. Les amitiés normales, le sommeil paisible, le simple plaisir de marcher dans une rue sans calculer les menaces, ces choses devenaient des luxes impossibles. Ils avaient échangé leur humanité contre leur réputation, leur tranquillité d'esprit contre leur survie, et la partie la plus tragique est que la plupart d'entre eux savaient exactement ce qu'ils avaient perdu, mais se sentaient impuissants à le récupérer. Pourtant, malgré cet isolement psychologique écrasant,
certains pistoleros tentaient désespérément de maintenir des connexions humaines, de trouver quelques fragments de normalité dans leur monde violent. Le cœur humain, semble-t-il, refuse de se rendre même dans les circonstances les plus impossibles. L'isolement de la vie d'un pistolero n'était pas seulement une question de solitude, c'était le besoin humain désespéré de connexion dans un monde qui rendait l'amour impossible. Imaginez ceci, un homme qui pouvait dégainer plus vite que l'éclair, dont la réputation le précédait dans chaque saloon, chaque ville, chaque rencontre fortuite. Maintenant, imaginez ce même homme essayant de séduire une femme, essayant de construire quelque chose de tendre et durable quand sa seule présence apportait le danger à tous ceux auxquels il tenait. Je suis fasciné par les histoires de ces hommes qui ont essayé d'aimer et d'être aimés, parce qu'elles révèlent le côté le plus humain de figures que nous avons mythifié en quelque chose de presque surhumain. La vérité est que beaucoup de pistoleros aspiraient à la chose même que leur style de vie rendait presque impossible à atteindre. Un amour romantique authentique et durable. Prenez Wild Bill Hickok, par exemple. Voici un homme qui pouvait mettre 6 balles à travers une carte à jouer à 50 mètres. Pourtant, quand il tomba amoureux d'Agnes Lake, propriétaire de cirque et veuve, il lui écrivit des lettres qui étaient étonnamment tendres et vulnérables. Dans une lettre, il confessa ses peurs que son passé violent les rattrape, écrivant « Je préférerais affronter 10 hommes armés que vous décevoir, ma très chère Agnès. Pouvez-vous imaginer cette légende de la frontière, réduite, aux mêmes anxiétés qui tourmentent tout homme amoureux. Leur idylle se déroulait principalement par correspondance, parce que la réputation de Hickok rendait dangereux pour lui de rester trop longtemps au même endroit. Agnès l'attendait à Cincinnati pendant qu'il errait de ville en ville, regardant toujours par-dessus son épaule. Quand ils se marièrent et finalement en 1876, Hickok pressentait déjà que son temps était compté. Il dit à Agnès que si quelque chose lui arrivait, elle devrait se souvenir qu'il avait été plus heureux avec elle qu'il n'avait jamais imaginé possible. 3 mois plus tard, il était mort, abattu dans le dos pendant une partie de poker à Deadwood. Agnes Lake Hickok vécut le reste de sa vie comme veuve, portant l'amour bref mais intense qu'ils avaient à partager. Elle garda ses lettres, ses photographies et les quelques effets personnels qu'il avait laissés derrière lui. Dans des interviews plus tard dans sa vie, elle décrivit leur amour comme « essayer de capturer la lumière du soleil, éclatante et réchauffante, mais impossible à retenir longtemps. » Ce schéma se répéta à travers la frontière. John Wesley Hardin, peut-être l'un des pistoleros les plus dangereux qui ait jamais vécu, tomba profondément amoureux de Jane Bowen quand il n'avait que 15 ans. Jane était la fille d'une famille respectable, et ses parents furent horrifiés quand ils apprirent la réputation grandissante de Hardin. Mais Jane vit quelque chose dans le jeune pistolero que les autres manquaient, une vulnérabilité, un besoin désespéré d'être vu comme plus qu'un simple tueur. Leur romance se déroulait en rencontres secrètes, des moments volés entre les confrontations de plus en plus violentes de Hardin. Jane décrirait plus tard ses premiers jours comme « la période la plus effrayante et palpitante de ma vie ». Elle savait qu'elle tombait amoureuse d'un homme, qui pourrait ne pas survivre au mois, pourtant elle ne pouvait s'en empêcher. Hardin, pour sa part, écrivit dans son autobiographie que Jane était la seule personne qui m'ait jamais donné envie d'être meilleure que ce que j'étais. Quand ils se marièrent en 1872, Hardin était déjà recherché dans plusieurs États. Leur lune de miel se déroula en fuite, se déplaçant de cachette en cachette, ne restant jamais assez longtemps quelque part pour se sentir en sécurité. Jane vivait dans une peur constante, non seulement de perdre son mari à cause de la violence, mais de la violence qui semblait le suivre partout où ils allaient. Elle dit un jour à une amie, « Vivre avec Wesley était comme être marié, à un coup de foudre, beau et puissant mais capable de détruire tout ce qui l'entoure. » Les défis auxquels faisaient face les épouses et amantes des pistoleros étaient différents de tout ce que la plupart des femmes de cette époque pouvaient imaginer. Il ne s'agissait pas seulement des préoccupations habituelles des épouses, de la frontière, temps difficile, isolement, incertitude économique. Ces femmes vivaient avec la certitude qu'un coup à la porte, l'arrivée d'un étranger en ville, une dispute dans un saloon pourrait mettre fin à leur vie telle qu'elles la connaissaient. Considérez Marthe Jane Canary, mieux connue sous le nom de Calamity Jane, et sa relation tumultueuse avec Wild Bill Hickok. Bien que les historiens débattent pour savoir s'ils furent jamais vraiment amants,
Leur connexion était indéniable, une danse complexe d'attraction, d'amitié et de compréhension partagée de ce que signifiait vivre au bord violent de la civilisation. Calamity Jane comprenait le monde de Hickok parce qu'elle l'habitait elle-même. Elle pouvait le suivre vers pour vers, histoire pour histoire, et elle ne le jugeait jamais pour le sang sur ses mains, parce que ses propres mains n'étaient pas entièrement propres non plus. Leur relation était construite sur une fondation de respect mutuel et de danger partagé, mais elle était aussi marquée par une tristesse sous-jacente, la reconnaissance que des gens comme eux pourraient être incapables du genre d'amour paisible et domestique que d'autres tenaient pour acquis. Jeanne dit un jour, « William et moi, nous étions comme deux chevaux sauvages, essayant de courir dans le même harnais. Nous nous comprenions parfaitement, et c'est exactement pourquoi cela ne pouvait jamais marcher. Leur connexion était intense mais finalement tragique. Deux personnes qui trouvèrent l'une en l'autre une compréhension parfaite qui arriva trop tard, et dans des circonstances qui rendèrent le bonheur durable impossible. Les femmes qui choisissaient d'aimer les pistoleros payaient souvent un prix qui allait bien au-delà du risque de veuvage précoce. Elles faisaient face à l'ostracisme social, à la peur constante et au fardeau psychologique d'aimer quelqu'un dont la survie dépendait de sa capacité à tuer. Beaucoup de ces femmes développaient ce que nous pourrions maintenant reconnaître comme des symptômes de stress chronique, insomnie, anxiété, un état d'alerte accru qui ne s'estompait jamais vraiment. Belle Star, la reine des bandits, choisit un chemin entièrement différent. Plutôt que d'être la victime du mode de vie d'un pistolero, elle l'embrassa elle-même. Ses relations avec Cole Younger, Jim Reed et plus tard Sam Starr étaient des partenariats forgés dans la violence et cimentés par le danger partagé. Belle comprenait que dans son monde, l'amour était quelque chose qu'on saisissait rapidement et qu'on retenait férocement, parce que deux mains pourraient apporter une balle ou une corde. Son approche de l'amour était aussi audacieuse et intransigeante que tout le reste chez elle. Elle écrivit un jour à un amant, « Je préférerais avoir une nuit de vraie passion avec un homme qui pourrait mourir demain qu'une vie entière de sécurité avec quelqu'un qui fait qu'il laisse mon cœur de marbre. » Les relations de Belle étaient intenses, souvent de courte durée, et toujours compliquées par les exigences de leur mode de vie de hors-la-loi. Mais même pour elle, l'intimité véritable restait difficile à atteindre dans un monde où la survie primait sur tout. Pourtant, même Belle, malgré toute sa bravade, ressentait la solitude profonde qui accompagnait ses choix. Dans ces moments privés, loin de la bande et de la planification constante de leur prochain coup, elle écrivait de la poésie qui révélait une femme aspirant à bien davantage que l'ivresse du danger. Un poème, trouvé parmi ses papiers, après sa mort contenait les vers. « Dans le silence entre les coups de feu, j'entends mon cœur appeler un foyer qui n'existe pas. » Ces histoires se révèlent quelque chose de profond sur la condition humaine, que l'amour persiste même dans les circonstances les plus impossibles. Les pistoleros de la frontière américaine vivaient dans un monde où former des attachements émotionnels était à la fois désespérément nécessaire et incroyablement dangereux. Pourtant, ils continuaient d'aspirer à la connexion humaine, d'espérer l'amour, de croire qu'il existait quelque part quelqu'un capable de voir au-delà de leur réputation et de leur violence pour découvrir la personne véritable. La tragédie n'était pas seulement que beaucoup de ces relations se terminaient par la violence ou la séparation. La vraie tragédie était que les qualités mêmes qui rendaient quelqu'un efficace comme pistolero, l'hypervigilance, la distance émotionnelle, la capacité de prendre des décisions de vie ou de mort en fractions de secondes, étaient souvent incompatibles avec la vulnérabilité et la confiance que les relations profondes exigent. La relation de Doc Holliday avec Catherine Big Nose Kate est peut-être l'exemple le plus complexe de cette contradiction. Catherine était une femme forte et indépendante qui dirigeait sa propre affaire et ne supportait les bêtises de personne. Pourtant, elle choisit de rester avec Doc malgré sa réputation violente, son alcoolisme et sa tuberculose qui s'aggravaient lentement. Leur relation était marquée par des retrouvailles passionnées et des séparations amères, par des moments de tendresse et des disputes explosives. Catherine se souvint plus tard, Doc était deux hommes différents. Il y avait le gentleman qui pouvait citer Shakespeare et jouer magnifiquement du piano, et il y avait le tueur qui ne reculait jamais devant un combat. J'aimais les deux, et je haïssais les deux. Vivre avec Doc revenait à essayer d'aimer un orage,
magnifique mais destructeur. Leur relation survécut à des années d'incertitude, de violence et à la santé déclinante de Doc. Mais ce ne fut jamais facile. Catherine devait regarder l'homme qu'elle aimait mourir lentement de la tuberculose, tout en sachant que son prochain duel pourrait l'emporter avant même la maladie. Elle est restée parce qu'elle comprenait quelque chose que beaucoup de gens ne comprenaient pas, que sous son extérieur dur, Doc était un homme qui avait désespérément besoin d'être aimé, même s'il ne savait pas toujours comment accepter cet amour. Les lettres et journaux intimes laissés par les femmes qui ont aimé des pistoleros peignent un tableau de relations intenses, compliquées et souvent déchirantes. Ces femmes savaient qu'elles aimèrent des hommes qui ne verraient peut-être pas la fin de l'année. Et pourtant, elles ont choisi d'aimer malgré tout. Elles comprenaient que leur temps ensemble pourrait se mesurer en moments plutôt qu'en décennies, qu'elles ont trouvé un moyen de faire que ces moments comptent. Alors que nous plongeons plus profondément dans ces histoires, nous commençons à voir que certains pistoleros, contre toute attente et malgré les dangers, ont réellement réussi à fonder des familles. Mais comme vous pouvez l'imaginer, concilier la paternité et la vie conjugale avec une existence gouvernée par les armes a généré ses propres défis et tragédies. La frontière, semblait-il, avait le don de mettre à l'épreuve non seulement le courage de chacun, mais aussi les liens familiaux les plus sacrés. Et quand l'amour s'épanouissait en vie de famille, les conséquences devenaient encore plus déchirantes. La tragédie de la vie du pistolero s'étendait bien au-delà des romances ratées et des cœurs brisés. Les victimes les plus dévastatrices de ce mode de vie violent étaient souvent les plus innocentes, les enfants. Imaginez ceci, vous avez 5 ans et votre père est l'homme le plus craint dans 3 comtés. Vous vous réveillez non pas au chant du coq, mais au cliquetis métallique des revolvers qu'on arme. Vos berceuses d'enfance sont les échos lointains des bagarres de saloon et les prières murmurées de votre mère, suppliant Dieu de ramener papa vivant encore une fois. Je suis fasciné par la façon dont ces familles ont survécu, ou plus, précisément, par la façon dont elles n'ont pas survécu. Les enfants de pistoleros ont grandi dans un monde où la réputation paternelle était à la fois leur bouclier et leur malédiction. Prenez l'histoire du fils présumé de Johnny Ringo, un garçon qui a passé toute son enfance à nier sa filiation, terrorisé à l'idée que les ennemis de son père viennent assouvir leur vengeance sur lui. Pouvez-vous imaginer vivre avec cette angoisse? Chaque coup à la porte, chaque étranger en ville, chaque regard fuyant d'un commerçant, autant de menaces potentielles dues à un héritage sanguinaire qu'ils n'avaient jamais choisi. L'impact psychologique sur ces enfants était absolument dévastateur. Le docteur Sophie Mitchell, une psychiatre de la frontière qui a travaillé à Tombstone dans les années 1880, a documenté cas après cas d'enfants présentant ce que nous reconnaîtrions maintenant comme des symptômes de traumatisme sévère. Elle a écrit sur Marguerite, 8 ans, fille d'un tueur à gages notoire, qui n'avait pas prononcé un mot en 2 ans après avoir vu son père tuer un homme juste devant la fenêtre de leur cuisine. L'enfant restait assise pendant des heures, fixant ce même endroit, comme si elle attendait que quelque chose de terrible se reproduise. Mais voici ce qui est vraiment déchirant. Ces enfants idolâtraient souvent les pères mêmes qui détruisaient leur vie. Guillaume Thompson, fils du redoutable pistolero Hiram Mike Thompson, confia un jour à un journaliste « Je m'entraînais chaque matin au dégainé devant le miroir, copiant les gestes de mon père, rêvant du jour où je lui ressemblerais. » L'ironie est saisissante. Des enfants assoiffés de reconnaissance paternelle, cherchant à reproduire les comportements mêmes qui déchiraient leur famille. Les épouses et mères portaient un fardeau inimaginable. Mary Holliday, cousine, éloignée de Doc Holliday qui a épousé un pistolero nommé James Crawford, tenait un journal qui fut découvert des décennies plus tard. Ses entrées peignent un tableau de terreur constante. Mardi, James est rentré avec du sang sur sa chemise encore. Ne dis pas de qui. La petite Emily a demandé si papa était blessé. J'ai menti et dit que c'était juste de la poussière. Mercredi, j'ai trouvé Emily en train de s'entraîner à tirer avec un bâton, disant qu'elle veut protéger papa. Mon cœur se brise. Ces femmes élevaient des enfants dans des zones de guerre, essayant de maintenir une apparence de vie familiale normale, alors que leurs maris vivaient et mouraient par l'épée. La précarité économique s'avérait aussi dévastatrice que le traumatisme psychologique. Les pistoleros n'occupaient que rarement des emplois stables. Leur réputation les rendait soit inemployables,
soit les attirait vers des activités toujours plus dangereuses et criminelles. Les familles déménageaient sans cesse, incapables de s'enraciner, toujours en fuite devant la justice ou ceux qui cherchaient vengeance. Les enfants changèrent d'école tous les quelques mois, quand ils y allaient. Beaucoup ont grandi dans l'illettrisme, leur éducation sacrifiée sur l'autel de la violence paternelle. Et puis il y avait les enfants qui perdèrent leurs pères entièrement. La frontière était jonchée d'orphelins dont les pères étaient morts dans des duels, laissant derrière eux des familles démunies sans moyens de subsistance. Charlotte Clanton, fille du célèbre membre du gang Clanton, n'avait que 12 ans quand son père périt dans une fusillade contre les Earp. Elle et ses 3 jeunes frères et sœurs se retrouvèrent abandonnés dans un ranch au bord de la ruine, n'ayant pour tout héritage que l'infamie paternelle. Églises et communautés locales leur tournèrent le dos. L'opprobre d'appartenir à une famille de pistoleros poursuivait ses enfants durant des générations. Ce qui est particulièrement tragique, c'est la façon dont ce cycle de violence s'est perpétué. Les fils de pistoleros suivaient souvent les traces de leur père, non par choix, mais par nécessité. Ils héritaient non seulement du nom de leur père, mais aussi de ses ennemis, de ses dettes et de sa réputation. Le jeune Tom McCarthy Jr. avait à peine 16 ans quand il a attaché son premier pistolet, non parce qu'il voulait être un pistolero, mais parce que 3 hommes différents avaient juré de le tuer pour ce que son père avait fait à leur famille. Il est mort dans une rixe de saloon avant ses 17 ans, perpétuant un cycle qui semblait impossible à briser. Les rares familles qui ont réussi à échapper à cette vie ont souvent dû faire des sacrifices impensables. Sophie Bass, épouse du pistolero Charlie Bass, a pris ses 3 enfants et s'est enfuie au milieu de la nuit, abandonnant tout derrière elle. Elle a changé leur nom, a déménagé dans l'Oregon et a raconté à tous que son mari était mort de la tuberculose. Pendant 30 ans, elle a vécu dans la peur constante que quelqu'un découvre la vérité. Ses enfants ont grandi en croyant que leur père était un saint, sans jamais savoir qu'il avait tué 7 hommes et terrorisé la moitié du Kansas. Le prix de leur liberté était l'effacement complet de leur véritable histoire. Encore plus tragique étaient les enfants qui ont assisté aux derniers moments de leur père. La petite Joséphine Earp, nièce de Wyatt, séjournait chez la famille pendant la célèbre fusillade d'Oka Corral. Elle jouait dans la rue quand les tirs ont commencé et a vu avec horreur les hommes tomber et mourir à quelques mètres seulement de l'endroit où elle se trouvait. Le traumatisme de cette journée l'a hantée pour le reste de sa vie. Elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'enfant et a passé ses dernières années dans un sanatorium, entendant encore l'écho de ses coups de feu et voyant le sang sur la rue poussiéreuse. Le traitement de ces familles par la communauté était souvent aussi brutal que la violence qui avait créé leur situation. Les commerçants refusaient de servir les épouses et enfants de pistoleros. Les églises fermèrent leurs portes aux familles dont le chef de famille gagnait sa vie par les armes. Ces enfants ont grandi comme des parias, punis pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis, portant le poids des péchés de leur père sans espoir de rédemption. Mais peut-être l'aspect le plus déchirant de tout était la façon dont ces enfants s'accrochaient à l'espoir. Les lettres et journaux intimes de l'époque révèlent des enfants qui continuaient à croire que leur père changerait, que leur famille trouverait la paix, que d'une manière ou d'une autre, l'amour triompherait de la violence. Bobby Dalton, 10 ans, écrivait à son père hors la loi « Cher papa, maman dit que tu ne peux pas rentrer à la maison à cause des méchants hommes qui te cherchent. J'ai été très sage et j'aide avec les chevaux. Quand tu reviendras, peut-on aller à la pêche comme tu l'as promis? Je t'aime. » Bob Dalton a été tué dans un braquage de banque 2 semaines avant que cette lettre ne lui parvienne. Les enfants qui ont survécu portaient souvent des cicatrices invisibles qui duraient toute la vie. Ils éprouvaient des difficultés relationnelles, qu'incapables de faire confiance, s'attendant toujours à la trahison ou à l'abandon. Beaucoup se sont tournés vers l'alcool ou la violence eux-mêmes, les seuls mécanismes d'adaptation qu'ils avaient jamais vus. D'autres sont allés à l'extrême opposé, devenant obsessionnellement pacifiques, terrifiés par tout type de conflit. Les rares chanceux ont trouvé des familles de substitution, ou des mentors qui les ont aidés à guérir. Mais ils étaient les rares exceptions dans un monde qui montrait peu de pitié aux enfants d'hommes violents. Ces familles brisées représentent le véritable coût du mode de vie des pistoleros. Non seulement les hommes qui sont morts dans les rues poussiéreuses, mais les générations d'enfants qui ont grandi dans l'ombre de la violence à jamais, changés par le choix d'un père de vivre et mourir par le pistolet.
Leurs histoires nous rappellent que derrière chaque pistolero légendaire se trouvait une famille, payant le prix ultime pour cette légende. Pourtant, l'influence de ces hommes s'étendait bien au-delà de leurs relations personnelles. Alors que les familles sculptaient leur vie dans le paysage rude de la frontière, les pistoleros qui les protégeaient se sont retrouvés mêlés à quelque chose de bien plus complexe que de simples duels à midi. Imaginez ceci, une rue principale poussiéreuse où l'homme au pistolet le plus rapide ne fait pas seulement régner l'ordre, il collecte les impôts, décide qui peut ouvrir un saloon et détermine si le chemin de fer traverse la ville ou la contourne entièrement. Je suis fasciné par la façon dont ces figures légendaires ont évolué de simples exécuteurs itinérants en maires officieux d'innombrables colonies frontalières. Parce que voici le truc. Alors qu'Hollywood nous montre des loups solitaires, partant vers le coucher du soleil, la réalité était que les pistoleros à succès sont devenus des courtiers en pouvoir, des leaders communautaires, et l'épine dorsale de la politique locale d'une manière qui vous stupéfierait. Prenez l'époque. The Wild Bill Hickok à Abilene, Kansas. La plupart des gens le connaissent comme un pistolero. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'il dirigeait essentiellement un racket de protection qui rendrait jaloux le crime organisé moderne. Imaginez la scène. Des convois de bétail arrivant en ville avec des milliers de dollars de bétail, des cow-boys avec plusieurs mois de salaire en poche et des propriétaires d'entreprises locales désespérés de maintenir la paix pour que l'argent puisse circuler librement. Hickok ne portait pas seulement un badge et ne tirait pas sur les fauteurs de troubles. Il négociait avec les barons du bétail sur où leurs troupeaux pouvaient s'abreuver et se reposer. Il décidait quelles maisons de jeu pouvaient opérer et lesquelles étaient fermées. Il déterminait les taux d'imposition pour les marchands visiteurs et contrôlait qui pouvait s'installer pendant la saison chargé du bétail. L'homme dirigeait l'équivalent d'un gouvernement municipal depuis son ceinturon à pistolet. Et voici ce qui est absolument stupéfiant. Il collectait des taxes auprès de tout le monde. Les éleveurs le payaient pour protéger leurs troupeaux des rustlers. Les propriétaires de saloons le payaient pour protéger leurs établissements des cow-boys turbulents. Les commerçants locaux le payaient pour s'assurer que leurs boutiques ne soient pas criblées de balles pendant les célébrations du samedi soir. Même les cow-boys eux-mêmes le payaient, pas directement, mais à travers des amendes pour troubles à l'ordre public, violation de jeux d'argent et ce qu'on appellerait aujourd'hui ivresse publique et tapage nocturne. Mais Hickok n'était qu'un exemple d'un schéma qui se répétait dans des centaines de villes frontalières. Ces pistoleros devinrent les machines politiques de facto de l'Ouest américain et leur influence façonna des communautés entières de manière qui perdurèrent pendant des générations. Considérons Tom Smith au Kansas. Avant qu'il n'épingle son badge, la ville d'Abilene était essentiellement ingouvernable. Les cow-boys galopaient dans les rues en tirant sur les devantures. Les acheteurs de bétail ne pouvaient pas faire des affaires en sécurité. Et les colons légitimes faisaient leurs bagages et partaient plus vite qu'ils n'arrivaient. Puis Smith arriva, et en 6 mois, il avait transformé l'endroit. Mais voici la partie incroyable. Smith dégainait rarement son arme. Au lieu de cela, il construisit ce que les politologues modernes reconnaîtraient comme un gouvernement de coalition sophistiquée. Il convainquit les magnates de l'élevage qu'une ville bien organisée garantissait de meilleurs prix pour leur bétail. Il montra aux propriétaires d'entreprises locales que quelques réglementations raisonnables augmenteraient en fait leurs profits. Il gagna même les cow-boys à sa cause en établissant des règles claires et équitables que tout le monde pouvait comprendre et suivre. Smith créa ce qui équivalait au premier district d'amélioration commerciale de l'histoire américaine. Il préleva des taxes sur les convois de bétail pour financer l'amélioration des rues. Il taxa les maisons de jeu pour payer un meilleur éclairage et une meilleure sécurité. Il convainquit le chemin de fer de contribuer au coût d'application de la loi en échange d'une protection garantie de leurs biens et expéditions. L'homme dirigeait une corporation municipale des décennies avant que quiconque l'appelle ainsi, et les résultats furent stupéfiants. Les valeurs immobilières d'Abilene augmentèrent de plus de 300% pendant le mandat de Smith. De nouvelles entreprises ouvraient chaque mois. Les familles commencèrent à s'installer définitivement au lieu de simplement passer. La ville passa d'un arrêt chaotique de bétail à une communauté prospère avec des écoles, des églises et des institutions civiques légitimes. Mais l'histoire de Smith
révèle quelque chose d'encore plus fascinant sur l'évolution politique de ces communautés frontalières. Il ne maintint pas seulement l'ordre, il créa le cadre institutionnel qui permit à la démocratie de prendre racine. Il établit le précédent que même les personnages les plus coriaces devaient suivre les règles. Il démontra que l'action collective pouvait profiter à tous plus que la violence individuelle. Il prouva qu'une autorité légitime pouvait exister même dans les environnements les plus anarchiques. Cette transformation se produisit ville après ville à travers la frontière. À Dodge City, Bat Masterson ne maintint pas seulement la paix, il organisa la première émission d'obligations municipales pour financer des projets de travaux publics. À Tombstone, Wyatt Earp ne combattit pas seulement le clan Clanton. Il établit les réglementations minières qui gouverneraient l'extraction d'argent pendant des décennies. À Deadwood, Seth Bullock ne traqua pas seulement les brigands des grands chemins. Il créa la structure gouvernementale territoriale qui mena finalement au statut d'État pour le Dakota du Sud. Ces hommes écrivaient essentiellement le cadre constitutionnel de l'Ouest américain, un duel et une ordonnance municipale à la fois. Et leur méthode était souvent étonnamment sophistiquée. Ils comprenaient que la paix durable ne pouvait pas être imposée par la peur seule. Elle devait être construite à travers des incitations économiques, des institutions sociales et un véritable investissement communautaire. Prenez les systèmes de protection qui se développèrent autour des camps miniers. Un pistolero prospère ne promettait pas seulement de tirer sur les voleurs de concessions. Il organisait les mineurs en coopératives qui pouvaient mutualiser les ressources pour un meilleur équipement et une sécurité partagée. Il négociait avec les compagnies d'approvisionnement pour assurer des prix équitables pour les biens essentiels. Il établissait des systèmes d'arbitrage pour résoudre les conflits sur les limites et les droits miniers sans recours à la violence. Ces arrangements générèrent d'énormes richesses, pas seulement pour les pistoleros, mais pour des communautés entières. Un district minier bien protégé pouvait attirer des capitaux d'investissement de l'Est. Une sécurité fiable signifiait que les marchands accordèrent du crédit aux mineurs, créant des systèmes bancaires locaux. Une gouvernance stable attirait les familles, ce qui signifiait des écoles, des églises et toutes les institutions d'établissements permanents. Mais peut-être l'aspect le plus incroyable de cette évolution politique fut la façon dont elle prépara ces communautés frontalières à l'intégration dans le système américain plus large. Quand les gouvernements territoriaux et les marshals fédéraux arrivèrent finalement, ils trouvèrent non pas une anarchie chaotique, mais des structures de pouvoir établies, des économies fonctionnelles et des institutions sociales qui pouvaient facilement s'adapter aux cadres légaux formels. Les pistoleros avaient essentiellement créé des gouvernements fantômes qui comblèrent le fossé entre la nature sauvage et la civilisation. Ils prouvèrent que l'ordre pouvait émerger du chaos, que le développement économique pouvait prospérer sous les bonnes conditions de sécurité et que les institutions démocratiques pouvaient prendre racine même dans les circonstances les plus improbables. Et voici ce que je trouve le plus fascinant. Beaucoup de ces hommes n'avaient jamais eu l'intention de devenir des leaders politiques. Ils commencèrent comme des pistoleros à gages, de la sécurité privée ou de simples officiers de paix. Mais la frontière exigea plus d'eux. Les communautés avaient besoin de collecteurs d'impôts, de médiateurs de conflits, de coordinateurs économiques et de bâtisseurs d'institutions. Les pistoleros, qui survécurent et prospérèrent, furent ceux qui reconnurent ces besoins et adaptèrent leurs compétences en conséquence. Mais au fil des années, même les tireurs les plus rapides commencèrent à ralentir, et les communautés qu'ils avaient aidé à construire commencèrent à dépasser leurs fondateurs aux mœurs rudes. Les machines politiques qu'ils avaient créées étaient sur le point de faire face à leur plus grand test. La transition de l'autorité personnelle à la gouvernance institutionnelle, de la justice de frontière au droit constitutionnel. Le temps, cependant, s'avéra être le seul ennemi qu'aucun pistolero ne pouvait devancer. Le temps, cependant, s'avéra être le seul ennemi qu'aucun pistolero ne pouvait devancer. Imaginez ceci. Vous vous tenez dans un saloon poussiéreux de Dodge City, Kansas, regardant un pistolero de 55 ans se rendre compte que le poids de son colt lui semble plus lourd qu'avant. Le cuir de son étui craque avec l'âge, tout comme ses articulations, et pour la première fois depuis des décennies, il hésite avant de dégainer.
C'est ici que la politique et le pouvoir cèdent la place à quelque chose de bien plus primitif et terrifiant que n'importe quel shérif corrompu ou baron du chemin de fer, le temps lui-même. C'est ici que la politique et le pouvoir cèdent la place à quelque chose de bien plus primitif et terrifiant que n'importe quel shérif corrompu ou baron du chemin de fer, le temps lui-même. Je suis Michael Harrison et j'ai passé des années à étudier les histoires oubliées des pistoleros vieillissants d'Amérique, des hommes qui ont découvert que même le dégainé le plus rapide ne pouvait distancer la marche implacable du temps. Ce que j'ai découvert transformera à jamais votre perception de la mythologie de l'Ouest sauvage. Voyez-vous, la plupart des gens imaginent les pistoleros partir dans un brasier de gloire, abattus dans leur prime par un rival plus jeune et plus rapide. La réalité était bien plus cruelle et ordinaire. La plupart des tireurs légendaires de la frontière ont vécu assez longtemps pour affronter leur propre mortalité non pas par la violence, mais par la trahison graduelle de leur propre corps. Laissez-moi vous parler de Wild Bill Hickok, non pas dans sa prime, mais dans ses dernières années. En 1876, l'homme qui avait été considéré comme le tireur le plus rapide du Kansas souffrait de glaucome. Sa vision autrefois perçante d'aigle se voilait, le forçant à plisser les yeux sous la lumière vive du soleil et à peiner pour distinguer les visages dans une salle bondée. Imaginez la terreur d'un homme dont toute la réputation était construite sur une précision de l'ordre, de la fraction de seconde, perdant lentement le sens même qui le maintenait en vie. Hickok savait ce qui lui arrivait. Il pouvait sentir ses réflexes ralentir, ses mains trembler légèrement quand il tendait la main vers ses armes. Le poids de ses 2 Colts Navy, qui avaient autrefois semblé être des extensions de ses bras, paraissait maintenant tirer sur sa ceinture comme des ancres. Il commença à s'asseoir le dos au mur dans chaque saloon, non par paranoïa, mais par la conscience grandissante qu'il ne pouvait plus faire confiance à sa vision périphérique. Mais voici ce qui rend cette histoire absolument dévastatrice. Hickok n'était pas unique. À travers la frontière, les pistoleros vieillissants faisaient de face à la même terrible réalité. Leur corps les trahissait d'une manière qu'aucune pratique ou réputation ne pouvait surmonter. Considérez John Wesley Hardin, l'homme qui prétendait avoir tué 42 hommes avant son 25e anniversaire. Au moment où il fut libéré de prison en 1894, 15 ans d'emprisonnement l'avaient transformé d'un pistolero redouté en un homme d'âge moyen luttant contre l'arthrite et les effets d'une alimentation carcérale déficiente. Ses doigts, autrefois capables de dégainer et tirer avec une précision fulgurante, étaient raides et gonflés. Les mains même qu'il avait rendues légendaires étaient maintenant maladroites et peu fiables. Hardin essaya de s'entraîner en secret, passant des heures dans son cabinet d'avocat après sa libération, dégainant et tirant à vide avec son pistolet encore et encore. Mais sa mémoire musculaire luttait contre des articulations qui simplement ne coopéraient plus. Le mouvement fluide, qui avait autrefois été aussi naturel que respirer, semblait maintenant laborieux et incertain. Le coup psychologique était tout aussi brutal que le déclin physique. Ces hommes avaient construit toute leur identité autour de leur capacité à tuer rapidement et efficacement. Quand cette capacité commença à s'estomper, ils firent face à une crise existentielle que peu de personnes dans l'histoire ont jamais vécue. Ils regardaient leur propre obsolescence se produire en temps réel, un tir raté et un dégainé plus lent à la fois. Prenez Doc Holliday, dont la tuberculose le détruisait lentement tout au long de sa carrière de pistolero. En 1887, l'homme qui avait été aux côtés de Wyatt Earp au Corral Oka n'était que l'ombre de lui-même. Son calme légendaire sous la pression était testé non par des pistoleros rivaux, mais par des quintes de tout qui le laissaient haletant et faible. La maladie qui rongeait ses poumons affectait aussi son endurance et sa capacité à stabiliser son arme. Holliday savait qu'il mourrait, et dans ces derniers mois, il prit une décision qui révéla la vraie tragédie du pistolero vieillissant. Il arrêta de porter ses armes. L'homme qui avait été prêt à affronter n'importe quel adversaire dans un duel choisit de passer ses derniers jours dans un sanatorium du Colorado, jouant aux cartes et buvant du whisky, essayant de trouver quelque dignité dans son déclin. Mais l'histoire la plus déchirante appartient peut-être à Clay Allison, le pistolero du Texas, qui était connu pour son tempérament imprévisible et violent. En vieillissant, Allison commença à souffrir de ce que nous reconnaîtrions maintenant, comme une démence précoce, ou possiblement les effets de traumatismes crâniens répétés de son mode de vie violent. Son esprit tactique, autrefois aiguisé,
commença à se troubler, le laissant confus et désorienté. Allison oubliait parfois où il avait placé ses armes, ou pourquoi il était dans une ville particulière. L'homme qui avait été capable de lire une situation instantanément et de réagir avec une précision mortelle, luttait maintenant pour se souvenir de conversations qu'il avait eues des heures plus tôt. Sa famille regardait impuissante le redoutable pistolero devenir de plus, en plus dépendant des autres, pour les tâches quotidiennes de base. L'ironie cruelle était qu'au fur et à mesure que ces hommes vieillissaient, l'Ouest changeait autour d'eux, rendant leurs compétences de plus en plus obsolètes. Les forces de l'ordre devenaient plus organisées et professionnelles. Les villes établissaient de véritables forces de police au lieu de s'appuyer sur des justiciers et des tueurs à gages. Le chemin de fer apportait la civilisation jusque dans les coins les plus reculés de la frontière. Mais même si le monde était resté inchangé, la biologie garantissait que l'ère du pistolero touchait à sa fin. Les réflexes, qui avaient été aiguisés par des décennies de pratique, ralentissaient de fractions de secondes qui pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Les yeux qui avaient autrefois été capables de repérer les problèmes de l'autre côté d'une rue bondée s'obscurcissaient avec la cataracte. Les mains qui avaient été stables comme le roc commençaient à trembler sous le poids de l'âge. Certains ont essayé de s'adapter. Ils sont passés des techniques de dégaine rapide à un tir plus délibéré et précis. Ils s'appuyaient plus lourdement sur l'intimidation et la réputation pour éviter les vrais duels au pistolet. Ils s'entouraient d'alliés plus jeunes qui pouvaient fournir la vitesse et la précision qu'ils perdaient. Mais au fond d'eux-mêmes, ils connaissaient tous la vérité. Le temps était le seul adversaire qu'ils ne pouvaient pas dégainer plus vite, le seul ennemi qu'ils ne pouvaient pas intimider ou manœuvrer. Chaque lever de soleil les rapprochait inexorablement du jour où leurs compétences légendaires ne suffiraient plus à les maintenir en vie. Les plus avisés ont perçu les signes avant-coureurs et ont trouvé des moyens de se retirer dignement. Ils sont devenus hommes de loi ou propriétaires d'entreprises, utilisant leur réputation pour maintenir l'ordre sans avoir à compter sur leurs capacités physiques déclinantes. Ils se sont mariés, se sont installés et ont essayé de construire des vies qui ne dépendaient pas de la violence. Mais d'autres ne pouvaient pas abandonner la seule identité qu'ils avaient jamais connue. Ils continuaient à fréquenter les mêmes saloons, à porter les mêmes armes et à raconter les mêmes histoires de leurs jours de gloire. Ils sont devenus des reliques vivantes, dangereux pour eux-mêmes et pour les autres parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que leur temps était révolu. Ces pistoleros vieillissants se retrouvaient dans une sorte de limbe entre la vie et la mort, n'étant plus capables de cette violence fulgurante qui les avait définis, mais pas encore prêts à embrasser une existence paisible. Ils étaient les fantômes d'eux-mêmes, hantant les lieux mêmes où ils avaient autrefois été rois. Et alors que leur corps continuait à les trahir, que leurs réflexes ralentissaient et que leur vision s'estompait, ils ont commencé à envisager quelque chose qui aurait été impensable dans leur jeunesse, la possibilité qu'ils puissent mourir, non pas dans un duel dramatique, mais tranquillement, oubliés, avec leurs armes rouillant dans leurs étuis. Pour ceux qui ont survécu assez longtemps, la question n'était plus de savoir comment vivre en tant que pistolero, mais comment faire face à la fin avec toute la dignité qui leur restait. Certains trouveraient la paix dans cette acceptation, tandis que d'autres rageraient contre l'extinction de leur lumière mortelle jusqu'à la toute fin. Le crépuscule du pistolero n'était pas seulement la fin de vies individuelles, c'était la mort de toute une façon d'être au monde et la terrible solitude qui vient quand on survit à sa propre légende. Pourtant, malgré toutes les façons dont leur corps les trahissait, la mort finirait par venir les chercher sous des formes à la fois attendues et totalement surprenantes. Vieillir n'était qu'une façon pour l'arme de mettre fin à sa danse avec ces figures légendaires. La vérité est que la mort venait chercher les pistoleros d'une manière qui vous surprendrait. Et les statistiques dressent un tableau bien différent de ce qu'Hollywood voudrait vous faire croire. Imaginez cette scène. Un saloon usé à Dodge City, 1881. L'air épais de fumée de tabac et de vapeur de whisky, des bottes raclant contre des planchers recouverts de sciure. La plupart des hommes qui portèrent du fer dans ces endroits n'ont jamais vécu pour voir leur 40e anniversaire. Mais ce n'étaient pas toujours des duels flamboyants à midi qui les emportaient. La réalité était bien plus complexe, bien plus humaine, et à bien des égards, bien plus tragique. Laissez-moi partager quelque chose qui m'a absolument choqué quand je l'ai découvert pour la première fois.
De tous les pistoleros célèbres dont nous avons parlé aujourd'hui, des hommes comme Wild Billy Koch, Doc Holliday, Jesse James et des dizaines d'autres, seulement environ 20% sont réellement morts dans des duels traditionnels. 20%. Cela signifie que 8 pistoleros légendaires sur 10 ont rencontré leur fin par des moyens entièrement différents. Alors qu'est-ce qui a tué les 80% restants? La maladie était en tête de liste. La phtisie, ce que nous appelons aujourd'hui la tuberculose, était l'assassin silencieux de la frontière. Doc Holliday, l'un des pistoleros les plus redoutés vivants, n'a pas été abattu par une dégaine plus rapide. Il est mort en crachant du sang dans un sanatorium du Colorado, son corps consumé par la peste blanche. L'homme qui avait survécu à d'innombrables fusillades n'a pas pu survivre aux bactéries dans ses poumons. Puis il y avait la violence, oui, mais pas du genre auquel vous vous attendriez. Beaucoup de pistoleros sont morts d'embuscades, de tirs dans le dos ou de simples bagarres de bar qui n'avaient rien à voir avec leur réputation. Jesse James, le hors-la-loi le plus recherché d'Amérique, n'a pas été tué dans un duel dramatique avec les forces de l'ordre. Il a été abattu d'une balle dans la nuque par Bob Ford alors qu'il ajustait un tableau sur son mur. Aucune arme dégainée, aucun mot d'adieu. Juste la balle d'un lâche mettant fin à une carrière légendaire. Wild Billy Koch a connu un destin similaire à Deadwood. L'homme qui avait affronté des armées de hors-la-loi a été tué alors. Qu'il jouait au poker, abattu par derrière par Jack McCall. Ils l'ont trouvé tenant des as et des 8, depuis lors connu sous le nom de Main du mort. L'ironie brûle. Un homme qui avait vécu en surveillant ses arrières est mort au moment où il n'a pas pu. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante et déchirante. Certains des pistoleros les plus notoires sont en réalité morts paisiblement dans leur lit, entourés de leur famille. Wyatt Earp a vécu jusqu'à 80 ans, mourant tranquillement à Los Angeles en 1929. L'homme qui avait survécu à la fusillade d'Hockey Corral, qui avait traversé des pluies de balles dans d'innombrables confrontations, est décédé d'une cystite chronique, une infection de la vessie. Bat Masterson, le légendaire shérif de Dodge City, est mort à son bureau à New York, alors qu'il travaillait comme journaliste sportif. Il avait rangé ses armes des décennies plus tôt et avait trouvé la paix avec une plume plutôt qu'avec un revolver. Ces derniers mots écrits étaient prophétiques. Il y a ceux qui prétendent que tout s'équilibre dans ce vieux dépotoir qu'est notre monde. Je suppose que ces gens qui raisonnent ainsi pensent que parce que l'homme riche a de la glace en été et le pauvre en hiver, les choses s'équilibrent pour tous les deux. Peut-être, mais je jure que je ne peux pas voir les choses de cette façon. Le contraste est saisissant. Ces hommes qui avaient vécu par la violence, qui avaient bâti leur réputation sur une rapidité de l'ordre du centième de seconde et une précision mortelle, mouraient souvent des causes les plus banales. La pneumonie a emporté plusieurs pistoleros célèbres. Les crises cardiaques en ont pris d'autres. Certains sont morts dans des accidents, tombant de cheval, se noyant dans des rivières, succombant à des blessures infectées qui n'avaient rien à voir avec les duels. Prenez John Wesley Hardin, qui prétendait avoir tué plus de 40 hommes. Il n'est pas mort dans une fusillade. Il a été abattu par derrière alors qu'il jouait au dé dans un saloon d'El Paso. La balle est entrée derrière son oreille gauche, et les témoins ont dit qu'il n'a jamais su ce qui l'avait frappé. Un homme qui avait survécu à d'innombrables confrontations face à face a été tué sans jamais voir son assassin. Le choléra était un autre tueur silencieux. Plusieurs pistoleros notoires ont succombé à cette maladie lors de diverses épidémies qui ont balayé les villes frontalières. Les mêmes hommes qui pouvaient dégainer plus vite que l'éclair ne pouvaient pas échapper à des bactéries microscopiques. Ils mouraient dans l'agonie, leur corps secoué de crampes et de déshydratation, loin de la gloire d'une mort de pistolero. Mais peut-être la statistique la plus révélatrice de toutes est celle-ci. Le suicide a emporté plus de pistoleros. Célèbre que toute autre cause unique excepté la maladie. Le tribut psychologique de vivre par la violence, de constamment regarder par-dessus son épaule, de porter le poids de multiples meurtres, s'est avéré trop lourd à supporter pour beaucoup. Luke Short, l'un des joueurs et pistoleros les plus prospères de son époque, n'est pas mort d'une balle ou d'une maladie. Il est mort de ce qu'on reconnaîtrait maintenant comme une crise cardiaque induite par le stress, causé par des années de vie sur le fil du rasoir. Son corps a simplement lâché à cause de la tension constante de son mode de vie choisi. Certaines morts étaient presque poétiques dans leur ironie.
Tom Horn, le célèbre détective de Ranch et Pistolero, a été exécuté par pendaison pour un meurtre que beaucoup croient qu'il n'a pas commis. L'homme qui avait tué à distance avec une précision chirurgicale est mort au bout d'une corde, proclamant son innocence jusqu'au bout. D'autres ont connu des fins à la fois tragiques et gâchées. Johnny Ringo, dont le vrai nom était John Peters Ringo, a été trouvé mort sous un arbre en Arizona avec une blessure par balle à la tête. Que ce soit un suicide, un meurtre ou un accident reste un mystère à ce jour. Mais les témoins ont dit que ses bottes manquaient, suggérant qu'il avait marché une distance considérable avant de mourir, possiblement délirant à cause de la maladie ou de l'alcool. Le célèbre pistolero Clay Allison est mort de la façon la plus banale possible. Il est tombé d'un chariot de marchandises et s'est brisé le cou. L'homme qui avait terrorisé le Nouveau-Mexique avec sa violence imprévisible est mort dans un simple accident qui aurait pu arriver à n'importe quel fermier de la frontière. Encore plus surprenants étaient les pistoleros qui ont simplement disparu. Certains, réalisant que les dés étaient jetés alors que la civilisation empiétait sur la frontière, ont rangé leurs armes et ont tourné le dos à leur statut légendaire. Ils ont changé de nom, ont déménagé dans des villes lointaines et ont vécu des vies tranquilles comme commerçants, fermiers ou ouvriers. Ces hommes comprenaient quelque chose de crucial. L'âge du pistolero touchait à sa fin, et ceux qui ne s'adaptaient pas seraient enterrés par le progrès. Les quelques-uns qui sont morts dans de véritables fusillades ont souvent trouvé leur fin contre des hommes de loi ou d'autres pistoleros, pas dans les duels romantiques de l'imagination populaire. C'étaient généralement des affaires rapides et brutales, des hommes tirant depuis des abris, utilisant tous les avantages qu'ils pouvaient trouver. L'honneur était un luxe que peu pouvaient se permettre quand leur vie était en jeu. Ce qui me frappe le plus dans ces morts, c'est à quel point elles rendent humaines ces figures légendaires. Dépouillés de la mythologie, c'étaient des hommes mortels aux prises avec les mêmes fragilités qui nous affectent tous. La maladie, l'accident, la violence inattendue, le poids de leur choix, ces choses les ont abattus aussi sûrement qu'elles l'auraient fait pour quiconque d'autre. La fin du pistolero était rarement glorieuse. Plus souvent, elle était solitaire, douloureuse et ignominieuse. Ces hommes qui avaient vécu plus grand que nature mouraient souvent plus petits que leur légende. Mais c'est peut-être là la vérité la plus importante de toutes. Sous la réputation, sous la peur qu'ils inspiraient, sous les encoches sur leurs armes, ils étaient simplement des êtres humains, essayant de survivre dans l'une des périodes les plus dangereuses de l'histoire américaine. Et pourtant, même dans la mort, leurs histoires refusaient de mourir. Les balles qui avaient réclamé leur corps ne pouvaient pas tuer leur légende. Alors que la nouvelle de la mort de chaque pistolero se répandait à travers la frontière, et au-delà, quelque chose de remarquable a commencé à se produire. Leurs réputations ont grandi encore plus dans la mort qu'elles ne l'avaient été de leur vivant. Ce qui s'est passé ensuite est peut-être la transformation la plus fascinante de l'histoire américaine. Mais la mort n'était pas la fin pour ces hommes. Non, c'est alors que la vraie transformation a commencé. Quand la fumée s'est dissipée et que la poussière est retombée, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ces êtres humains imparfaits, violents et désespérés ont commencé à devenir quelque chose d'entièrement différent. Ils sont devenus des mythes. Imaginez cette scène. Nous sommes en 1902, et un vieux cow-boy se repose près d'un feu de camp quelque part dans le Montana. Un jeune journaliste de l'Est se penche en avant, carnet en main, posant des questions sur le bon vieux temps. Et ce cow-boy, peut-être qu'il a connu Wild Bill Hickok. Peut-être qu'il l'a vu jouer au poker à Deadwood. Mais tandis qu'il raconte l'histoire, quelque chose de magique se produit. La vérité commence à se déformer. Les détails grossissent. Le tir rapide de Wild Bill devient surnaturel. Son poker face devient légendaire. Sa mort devient héroïque. C'est ainsi que naissent les légendes. Non pas dans un seul moment de coup de feu, mais dans 1000 récits autour de 1000 feux de camp. Je suis fasciné par la façon dont cette transformation s'est produite, car elle révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. Nous avons besoin que nos héros soient plus qu'humains. Nous avons besoin que nos méchants soient purement maléfiques. Nous avons besoin que nos histoires aient un sens que la vraie vie n'offre jamais. Prenez Jesse James. Dans la vie, c'était un braqueur de banque et un tueur. Il a assassiné des innocents. Il a terrorisé des communautés entières. Mais dans les 20 ans qui ont suivi sa mort, il fut transformé en figure de Robin des Bois, un bandit gentleman qui ne volait qu'aux riches et aux puissants.
Les romans à 10 sous le peignaient comme un hors-la-loi noble, luttant contre les banquiers corrompus et les barons du chemin de fer. La vérité était plus compliquée. Jesse James braquait les banques parce que c'est là qu'était l'argent. Il tuait les gens parce qu'ils se mettaient en travers de son chemin. Mais le mythe était plus propre, plus satisfaisant. Il donnait du sens à une violence insensée. Et les romans à 10 sous, ces histoires bon marché qui se vendaient 10 cents, étaient le moteur de cette machine à fabriquer des mythes. Des écrivains comme Prentice Graham ont produit des centaines d'histoires western, dont beaucoup mettaient en vedette de vrais pistoleros comme personnages. Mais ce n'étaient pas des documentaires, c'étaient des fantasmes. Dans les romans à 10 sous, Wild Bill Hickok pouvait dégainer plus vite que 20 hommes à la fois. Buffalo Bill Cody sauvait à lui seul des trains de chariots entiers d'attaques indiennes. Même Billy the Kid, ce tueur maigre aux dents de lapin, est devenu une figure romantique, un jeune homme poussé à la violence par l'injustice. Les auteurs de ces histoires ne se préoccupaient pas de l'exactitude historique. Ils se préoccupaient de divertissement, et ce qui divertissait les gens, c'étaient les histoires où le bien et le mal étaient clairement définis, où la justice triomphait toujours, où le héros épousait toujours la fille et partait vers le couchant. Mais voici ce qui est vraiment incroyable dans ce processus. Les mythes ont commencé à influencer la réalité même pendant que certains de ces hommes étaient encore vivants. Buffalo Bill Cody a réalisé qu'il pouvait gagner plus d'argent en jouant sa légende qu'en la vivant. Il a créé le Wild West Show de Buffalo Bill, un spectacle théâtral qui a fait des tournées en Amérique et en Europe, présentant une version romantisée de la vie de la frontière. Cody a embauché de vrais cow-boys, de vrais indiens, de vrais tireurs d'élite. Mais il jouait des scènes écrites du West mythique, pas de celui historique. Il rejouait la dernière bataille de Custer, avec des scènes de mort dramatiques et une musique émouvante. Il mettait en scène des attaques indiennes sur des diligences, avec Cody lui-même arrivant à la rescousse au dernier moment. Le spectacle était énormément populaire, joué devant des publics combles dans les grandes villes. La royauté européenne assistait aux représentations à Londres et Paris, et progressivement, cette version théâtrale de l'Ouest a commencé à remplacer la réalité dans l'esprit des gens. Réfléchissez à ce qui se passait ici. La vraie frontière était en train de disparaître. Les troupeaux de bisons avaient disparu. Les guerres indiennes se terminaient. La prairie ouverte était clôturée. Mais juste au moment où le vrai West mourait, le West mythique naissait. Et ce n'étaient pas seulement les romans à 10 sous et les spectacles du Wild West. Les journaux ont aussi joué leur rôle. Quand Wild Bill Hickok a été tué à Deadwood, les journaux n'ont pas simplement rapporté les faits. Ils les ont embellis. Ils ont fait de son tueur, Jack McCall, un lâche qui lui a tiré dans le dos. Ils ont fait de la dernière main de poker de Hickok la main du mort d'as et de 8. Rien de tout cela n'était nécessairement vrai. Mais ça faisait une meilleure histoire. La même chose s'est produite avec d'autres pistoleros célèbres. Quand ils mouraient, leur mort prenait un sens transformé en leçon morale. Les gentils mouraient noblement, généralement trahis par des lâches ou des forces écrasantes. Les méchants mouraient ignominieusement, recevant ce qu'ils méritaient. Mais peut-être que la force de création de mythes la plus puissante était Hollywood. Quand l'industrie du cinéma a découvert le genre western au début des années 1900, elle a réalisé le tour de magie ultime. Elle a pris des hommes brisés et désespérés qui sont morts jeunes et de mort violente et les a transformés en quelque chose dont l'Amérique avait désespérément besoin. Des héros qui faisaient toujours la bonne chose pour les bonnes raisons. Gary Cooper en Wild Bill Hickok, Henry Fonda en Wyatt Earp, John Wayne en pratiquement tous les héros de western jamais inventés. Ces acteurs n'ont pas seulement joué des pistoleros, ils en sont devenus les versions définitives. Leurs visages, leurs manières, leurs codes moraux sont devenus ce à quoi nous pensons quand nous entendons ces noms. Et à chaque nouveau récit, chaque nouveau film, chaque nouvelle série télé, les mythes devenaient plus forts, tandis que la vérité historique s'estompait. Les hommes complexes, imparfaits, souvent brutaux de la vraie frontière, ont été remplacés par des héros à l'apparence soignée qui faisaient toujours la bonne chose pour les bonnes raisons. C'est à la fois beau et tragique. Beau parce que ça montre notre capacité à trouver du sens et de l'inspiration même dans les chapitres les plus sombres de notre histoire. Tragique parce que ça signifie que nous avons perdu le contact avec les vraies leçons que les vies de ces hommes auraient pu nous enseigner. Les vrais pistoleros n'étaient pas des héros.
Ils n'étaient pas non plus des méchants au sens simple. Ils étaient des produits de leur époque et de leurs circonstances. Des hommes qui vivaient par la violence parce que la violence semblait être leur seule option. Ils étaient des êtres humains, avec toute la complexité que cela implique. Mais les mythes que nous avons créés autour d'eux nous disent quelque chose d'important sur nous-mêmes. Ils révèlent ce que nous valorisons, ce à quoi nous aspirons, ce que nous craignons. Ils nous montrent que nous avons besoin que nos histoires aient du sens, même quand la vie elle-même semble dénuée de sens. Ce processus de création de mythes servait un objectif plus profond que le simple divertissement. La transformation d'hommes en légendes n'était pas qu'une affaire de spectacle. Il s'agissait de créer un récit culturel partagé, une histoire commune qui aidait à définir ce que signifiait être américain. L'Ouest mythique est devenu un lieu où le courage individuel comptait plus que le statut social, où la justice était rapide et claire, où un homme pouvait se réinventer par ses actions. C'étaient des idées puissantes dans une nation en pleine industrialisation rapide, où les modes de vie traditionnels disparaissaient et où de nouvelles formes d'organisation sociale émergeaient. Le pistolero mythique représentait la liberté, l'indépendance et la clarté morale dans un monde qui devenait de plus en plus complexe et ambigu. Et ainsi, ces hommes violents et désespérés sont devenus quelque chose qu'ils n'avaient jamais été de leur vivant. Ils sont devenus des symboles, ils sont devenus des légendes, ils sont devenus les héros d'une histoire que l'Amérique se racontait sur son propre caractère et sa propre destinée. Aujourd'hui, en regardant en arrière, sur ces hommes que peuvent nous enseigner leur vie difficile. Et donc, alors que nous nous apprêtons à quitter les rues poussiéreuses du vieil Ouest, il y a quelque chose de profond que nous devons comprendre sur ces pistoleros et ce que leurs histoires nous enseignent vraiment sur la condition humaine. Faites abstraction du glamour hollywoodien. Oubliez la mythologie que nous avons construite autour d'eux, et vous verrez quelque chose qui devrait nous mettre tous mal à l'aise. C'étaient des gens ordinaires qui sont devenus des monstres, non, par choix, mais par les circonstances. Et la vérité terrifiante, c'est que dans les bonnes conditions, n'importe lequel d'entre nous pourrait suivre le même chemin. Laissez-moi vous dire ce qui me frappe le plus en étudiant ces figures. Ce n'est pas leur rapidité avec un pistolet ou leur supposée intrépidité face à la mort. C'est la façon dont leurs histoires reflètent des schémas que nous voyons aujourd'hui, sous différentes formes, dans différents contextes, mais avec les mêmes dynamiques humaines sous-jacentes en jeu. Prenez Wild Bill Hickok, par exemple. Voici un homme pris au piège dans un cauchemar de sa propre création. Sa réputation le maintenait en vie, tout en garantissant sa mort. Pensez à la torture psychologique de savoir que chaque jour, plusieurs personnes planifient activement votre meurtre. Non pas parce que vous leur avez fait du tort personnellement, mais parce que vous tuer les rendrait célèbres. Nous voyons ce même paradoxe mortel aujourd'hui, avec les célébrités, les politiciens et les personnalités publiques qui deviennent prisonniers de leur propre succès. Réfléchissez-y. Combien de célébrités modernes, de politiciens ou de personnalités publiques vivent avec la conscience constante que leur succès fait d'eux des cibles? Combien de personnes dans des carrières à haute pression, qu'il s'agisse d'affaires, de politique ou même de réseaux sociaux, se retrouvent piégées par le succès même qu'elles recherchaient? Le dilemme du pistolero ne se limite pas aux années 1800. C'est un problème humain intemporel sur le prix de la notoriété et l'isolement qui vient avec le fait d'être vu comme un prix à remporter. Mais il y a quelque chose de plus profond, ici quelque chose qui va au cœur de la façon dont la violence se perpétue dans n'importe quelle société. Ces pistoleros n'étaient pas nés tueurs. Ils étaient les produits d'un système qui offrait peu d'alternatives pour résoudre les conflits, peu de chemin vers la prospérité et encore moins de secondes chances. Quand vous êtes marqué comme dangereux, quand la société ne vous voit que comme une menace ou un outil, vous devenez souvent exactement ce qu'elle attend de vous. Considérez l'histoire de Billy the Kid sous cet angle. Voici un jeune homme qui, selon la plupart des témoignages, n'était pas naturellement enclin à la violence. Mais les circonstances, les choix faits dans des moments de désespoir et le manque de soutien institutionnel pour des alternatives l'ont mené sur un chemin où la violence est devenue son principal moyen de survie. Cela vous semble familier? Nous voyons ce même schéma dans les environnements urbains modernes, dans des communautés où les opportunités économiques sont rares et les systèmes de soutien social ont échoué. La leçon n'est pas que ces hommes étaient des victimes, ils ont fait des choix,
et ces choix ont tracé des chemins sanglants à travers l'histoire. Mais voici ce qui devrait nous terrifier dans leurs histoires. Elles révèlent comment les conditions sociales peuvent créer des tempêtes parfaites où la violence devient non seulement une option, mais le seul choix logique pour la survie. Ce qui me fascine chez Doc Holliday, c'est comment son histoire révèle la relation complexe entre l'éducation, la maladie et la violence. Voici un homme éduqué, un dentiste, quelqu'un qui aurait dû avoir des options que d'autres pistoleros ne possédaient pas. Mais la tuberculose lui a volé son avenir, et le jeu est devenu sa bouée de sauvetage. Quand les chemins conventionnels vers le succès sont fermés, que ce soit par la maladie, la discrimination ou les circonstances, les gens se tournent souvent vers toutes les alternatives disponibles, quel que soit le risque encouru. Cela nous enseigne quelque chose de crucial sur la prévention et l'intervention. Le moment d'aider quelqu'un n'est pas après qu'il soit devenu un pistolero, littéralement ou métaphoriquement. C'est quand il est encore Doc Holliday, le dentiste, quand il y a encore du temps pour fournir des alternatives, des systèmes de soutien et l'espoir d'un avenir différent. Combien de tragédies modernes pourraient être évitées si nous comprenions mieux ce timing? Et puis il y a la mythologie elle-même, la façon dont nous avons romancé ces figures et ce que cela dit de nous en tant que société. Nous sommes attirés par l'archétype du pistolero parce qu'il représente un type d'agence que beaucoup de gens sentent qu'ils n'ont pas dans la vie moderne. Le pistolero choisit ses batailles, fait face à ses problèmes directement et résout les conflits immédiatement. Il y a une simplicité attirante à cela, dans un monde où la plupart d'entre nous se sentent piégés par des systèmes que nous ne pouvons ni contrôler ni changer. Mais la réalité vécue par ces hommes nous montre pourquoi ce fantasme est si dangereux. L'autonomie du pistolero était largement illusoire. Ils étaient piégés par leur réputation, limités dans leurs choix et finalement détruits par le système même qui les avait créés. Leur histoire est un conte moral sur la nature séduisante de la violence comme solution aux problèmes complexes. Je pense aux dernières années de Wyatt Earp, comment il a passé des décennies à essayer de contrôler son propre récit, tentant de se présenter comme un homme de loi plutôt que comme un pistolero. Il comprenait intuitivement ce que la psychologie moderne a confirmé. Les histoires que nous racontons sur nous-mêmes façonnent non seulement la façon dont les autres nous voient, mais aussi comment nous nous voyons et ce que nous croyons pouvoir devenir. Cela nous amène à peut-être la leçon la plus importante que ces pistoleros nous enseignent sur la nature humaine. Les gens ne sont pas des entités fixes. Nous sommes en perpétuelle évolution, choisissant constamment qui nous voulons être, mais nous le faisons dans des contraintes et des contextes qui ne sont pas entièrement de notre création. Le pistolero qui semble si décisif, si certain, si autodéterminé, répondait en réalité à des pressions et des attentes qui lui laissaient très peu de vrais choix. Dans notre contexte moderne, cela se traduit par comprendre comment l'environnement, les opportunités et les attentes sociales façonnent le comportement. Cela n'excuse pas les actions nuisibles, mais cela suggère que le changement durable vient du fait de s'attaquer aux causes profondes, plutôt que de simplement réagir aux symptômes. Si nous voulons que moins de personnes choisissent la violence, nous devons fournir plus d'alternatives viables. L'histoire du pistolero nous enseigne aussi le coût de l'isolement. Ces hommes vivaient fondamentalement seuls, incapables de faire confiance complètement, incapables d'être vulnérables, préservant toujours le personnage dont dépendait leur survie. C'est une forme profonde de souffrance humaine que nous voyons répétée aujourd'hui sous différentes formes. Chez le dirigeant qui ne peut montrer de faiblesse, chez l'adolescent qui sent qu'il doit maintenir une image dure, chez quiconque croit que montrer son vrai visage ferait de lui une cible. Ce qui me frappe le plus profondément, c'est comment la fin de l'ère des pistoleros n'est pas venue par une violence plus efficace, mais par le développement de systèmes légaux, systèmes économiques, systèmes sociaux, qui ont fourni des alternatives au combat personnel comme moyen de résoudre les conflits. Le pistolero est devenu obsolète, non pas parce que les gens sont devenus moins violents, mais parce que la société est devenue meilleure pour canaliser et réguler cette violence. Cela me donne de l'espoir pour nos défis modernes. Les problèmes auxquels nous faisons face, violence urbaine, conflits internationaux, agressions personnelles, ne sont pas fondamentalement différents des problèmes qui ont créé l'ère des pistoleros. Ce sont des problèmes de gens désespérés, avec des options limitées, opérant dans des systèmes qui récompensent ou au moins permettent la violence comme solution.
L'héritage du pistolero nous enseigne que les histoires individuelles de violence et de rédemption, bien que captivantes, sont finalement moins importantes que les conditions sociales qui créent ces histoires en premier lieu. Le changement survient, non pas quand nous célébrons ou diabolisons le pistolero, mais quand nous construisons des sociétés qui offrent de meilleures alternatives que le dégainé rapide et la confrontation finale. Alors que nous concluons ce voyage à travers l'Ouest sauvage, alors que nous nous préparons à fermer le livre sur ces figures fascinantes et tragiques, souvenez-vous que leur histoire continue d'être écrite. Pas dans des rues poussiéreuses avec des 6 coups, mais dans des salles de conseil et des salles de classe, dans des quartiers et des espaces en ligne, partout où les gens font face au choix entre la violence et les alternatives, entre le désespoir et l'espoir, entre la solution rapide de la force et le travail plus difficile de construire des systèmes qui servent mieux tout le monde. Alors que je suis assis ici ce soir, pensant à tous les pistoleros dont nous avons partagé les histoires, je suis frappé par quelque chose de profond. La poussière s'est posée sur leur confrontation finale. Les échos de leurs derniers coups de feu se sont estompés dans l'histoire, et pourtant leur héritage continue de résonner à travers le temps comme le grondement lointain du tonnerre à travers une prairie sans fin. Vous savez, quand nous avons commencé ce voyage ensemble, j'ai promis que nous découvririons quelque chose qui changerait complètement votre façon de voir la mythologie de l'Ouest sauvage. Nous avons parlé d'hommes qui vivaient par le pistolet à une époque où la survie dépendait souvent de la rapidité à dégainer. Nous avons exploré leurs motivations, leurs peurs, leurs triomphes et leurs chutes inévitables. Mais en réfléchissant à tout ce que nous avons découvert, je réalise que nous avons découvert exactement ce que j'avais promis. Ce n'étaient pas simplement des histoires sur la violence ou l'anarchie. C'étaient des histoires sur la condition humaine elle-même, dépouillée du vernis romantique d'Hollywood. Imaginez cela un moment. Le soleil se couche sur une ville frontalière poussiéreuse, peignant le ciel dans des nuances d'ambre et de cramoisie. Les saloons se calment, les rues se vidant, et quelque part au loin une cloche d'église sonne l'heure du soir. Dans ce moment paisible, il est difficile d'imaginer que ces mêmes rues résonnaient autrefois du bruit des coups de feu, que ces mêmes bâtiments ont été témoins d'innombrables confrontations entre des hommes qui avaient choisi de vivre à la lisière de la civilisation. Mais c'est exactement ce qui rend ces histoires si captivantes. Elles nous rappellent que même dans les circonstances les plus dures, même quand la vie était brutale et impitoyable, l'esprit humain trouvait des moyens d'endurer. Les pistoleros que nous avons rencontrés ce soir n'étaient pas simplement des tueurs ou des hors-la-loi. C'étaient des individus complexes, essayant de naviguer dans un monde où les règles étaient encore en train d'être écrites, où la justice était souvent une question d'interprétation personnelle, et où la réputation pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Songez à Wild Bill Hickok, assis à cette table de poker à Deadwood, parfaitement conscient que son statut légendaire avait fait de lui une cible. Il aurait pu partir, aurait pu prendre sa retraite pour mener une vie tranquille quelque part, loin de la frontière. Mais quelque chose le maintenait sur cette chaise, quelque chose de plus profond que l'orgueil ou l'entêtement. C'était peut-être la compréhension que son histoire était devenue plus grande que lui-même, qu'il était devenu le symbole d'une époque qui commençait déjà à s'estomper. Ou considérer John Wesley Hardin, passant ses longues années en prison, se transformant d'un tueur redoutable en un homme studieux qui obtint un diplôme de droit derrière les barreaux. Son histoire nous montre que même les plus violents d'entre nous sont capables de changement, capables de croissance, capables de rédemption. L'ironie qu'il soit devenu avocat pour finalement mourir dans la violence témoigne de la complexité même de la nature humaine. Et qu'en est-il de Tom Horn, cette figure controversée dont la vie oscillait entre l'application de la loi et l'anarchie? Son histoire nous rappelle que la certitude morale devient beaucoup plus difficile lorsque nous sommes confrontés aux zones grises de la vraie vie. Dans un monde où les mêmes compétences qui faisaient de quelqu'un un homme de loi respecté pouvaient aussi en faire un assassin redoutable, la frontière entre héros et méchants devient remarquablement floue. Comme nous l'avons vu tout au long de ces histoires, la frontière américaine était un lieu où les règles ordinaires ne s'appliquaient pas toujours. C'était un terrain d'épreuve pour le caractère humain, un lieu où les gens découvraient leur vraie nature lorsque les filets de sécurité de la civilisation étaient retirés.
Mais peut-être la leçon la plus importante de ces histoires concerne-t-elle le prix de la violence. Chaque pistolero dont nous avons parlé a payé un lourd tribut pour avoir choisi de vivre par l'épée. Certains sont morts jeunes dans des fusillades dramatiques qui sont entrées dans la légende. D'autres ont vécu plus longtemps, mais ont porté le poids de leurs actions comme des chaînes invisibles. Même ceux qui ont survécu ont découvert que leur réputation les suivait partout, rendant une vie normale presque impossible. La frontière qui a créé ces hommes était un phénomène temporaire. Alors que les chemins de fer reliaient les villes lointaines, que les fils télégraphiques transmettaient les nouvelles sur de vastes distances, que la loi fédérale étendait progressivement sa portée dans les territoires les plus sauvages, l'âge du pistolero touchait naturellement à sa fin. Les compétences qui avaient jadis été essentielles à la survie devenaient obsolètes, parfois en l'espace d'une seule génération. Pourtant, leurs histoires perdurent parce qu'elles parlent de quelque chose d'intemporel dans l'expérience humaine. Elles nous rappellent notre capacité tant à la violence qu'à la noblesse, notre capacité à nous adapter à des circonstances extrêmes et notre éternelle lutte entre civilisation et sauvagerie. À bien des égards, ces hommes étaient les derniers représentants d'une époque plus primitive, où les disputes se réglaient face à face et où la parole donnée valait engagement. Quand je pense aux leçons que nous pouvons tirer de leur vie, je me souviens que le courage prend de nombreuses formes. Parfois c'est le courage d'affronter un adversaire armé dans la rue. Parfois c'est le courage de s'éloigner d'un combat. Parfois c'est le courage de changer, d'admettre ses erreurs, de chercher la rédemption même quand cela semble impossible. Les pistoleros de la frontière américaine vivaient dans un monde à la fois plus dur et plus simple que le nôtre. Ils faisaient face à leurs problèmes directement, sans les institutions complexes et les filets de sécurité sur lesquels nous comptons aujourd'hui. Leurs solutions étaient souvent brutales, mais elles étaient aussi honnêtes dans leur simplicité. Il y avait une certaine pureté dans leur existence que nous, dans la complexité de notre monde moderne, pourrions parfois envier, mais nous ne devons pas trop romanticiser leur monde. La frontière était un lieu de véritable épreuve, où la violence était commune et la vie souvent courte. La liberté dont jouissaient ces hommes avait un coût terrible, non seulement pour eux-mêmes, mais pour leurs familles et leur communauté. Leurs histoires servent à la fois d'inspiration et d'avertissement, nous montrant le meilleur et le pire de ce dont les humains sont capables lorsqu'ils sont poussés à l'extrême. Alors que nous clôturons ce voyage à travers les pistes poussiéreuses et les salons enfumés du Far West, j'espère que vous voyez désormais ces figures sous un jour complètement différent de celui où nous les avions découvertes. Ce n'étaient pas seulement des personnages de films ou de romans, ni les héros romantiques qu'Hollywood a créés. C'étaient de vraies personnes qui ont vécu de vraies vies, fait de vrais choix et fait face à de vraies conséquences. Leurs histoires ont été embellies au fil du temps, certainement. Mais à leur cœur, elles représentent de véritables expériences humaines qui méritent notre respect et notre compréhension. Les réalités oubliées que j'ai promis de partager avec vous. Le soleil s'est couché sur l'âge du pistolero, mais les questions que soulève leur vie restent aussi pertinentes que jamais. Comment équilibrons-nous la liberté individuelle avec la sécurité communautaire? Comment réagissons-nous quand les institutions nous font défaut? Comment maintenons-nous notre humanité face à la violence et aux épreuves? Ce sont des questions auxquelles chaque génération doit répondre par elle-même. Ce soir, alors, que vous vous endormez, peut-être rêverez-vous d'espaces grands ouverts et d'horizons sans fin, d'une époque où l'avenir n'était pas écrit et où tout semblait possible. Peut-être vous imaginerez-vous chevauchant dans ces vastes paysages, sentant le vent sur votre visage et le soleil sur votre dos, éprouvant la liberté qui a attiré tant de gens vers l'Ouest à la recherche de nouveaux commencements. Mais souvenez-vous aussi des leçons que ces histoires nous enseignent sur l'importance de la communauté, la valeur de la justice et le coût de la violence. Les pistoleros que nous avons rencontrés ce soir étaient les produits de leur époque et de leur lieu, mais leurs expériences offrent des perspectives qui transcendent ces circonstances spécifiques. Malgré la violence qui marquait leur époque, la capacité humaine de croissance, de changement et de rédemption reste constante. Et malgré la disparition de leur monde, l'esprit frontalier de courage, d'indépendance et de détermination continue de nous inspirer aujourd'hui. Les histoires des pistoleros nous rappellent que nous faisons tous face à nos propres frontières, nos propres défis, nos propres moments où nous devons choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste. Puissions-nous affronter ces moments
avec le même courage qu'ils ont montré, mais avec plus de sagesse quant aux conséquences de nos choix. Si ces histoires humaines méconnues derrière des figures légendaires vous touchent, pensez à vous. Abonnez pour rejoindre d'autres voyages qui révèlent les vérités complexes cachées sous les mythes. Votre soutien aide à préserver ces récits importants et les leçons profondes qu'ils offrent sur qui nous sommes quand tout ce qui nous est familier s'effondre. Jusqu'à la prochaine fois, dormez paisiblement et que vos rêves soient remplis des vastes cieux et des possibilités infinies du Far West. Bonne nuit.